j'entends un bruit comme quoi, en fait, mon arrestation va être violente. Tu dis, je serai là tel jour, à telle heure. Je me rends. M'arrêter. Oui. Tu peux m'arrêter. Déjà, quand j'arrive en prison, la première chose que je regarde, c'est comment je vais m'évader. À un moment, tu vas décider effectivement de devenir une sorte de justicier officieux. On a toujours quand même un petit peu des démons. Je le jette sur le lit et je le scotche. Moi, je suis un spécialiste du scotch. Quand on a parlé de ça, c'est vachement intime parce que tu m'as torturé. Je sais que c'est ma dernière chance de savourer quelque chose. Je fais un choix où je sais que je pourrais pas revenir en arrière. Je m'appelle Emmanuel Caldier, alias Manuel Gitan. J'ai 57 ans et je vais retracer ma vie en direct live avec vous. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Caldier, donc alias Manuel Gitan, tu viens de le dire. Tu es donc un ancien braqueur qui affiche, alors je vais résumer, après on reviendra dans les détails, mais voilà, pour te présenter, tu affiches à peu près 25 condamnations au compteur, 10 années de prison, des braquages, des enlèvements et des séquestrations, des missions de barbouze pour l'État, mais aussi tu as eu une idée fixe, c'est venger les faibles contre les puissants. C'est ça ? Oui, alors disons que j'ai un petit côté Robin des Bois qui s'est développé très rapidement, puisque en fait, je me suis aperçu qu'aujourd'hui, la justice cherchait à condamner les coupables, mais s'est jamais réellement occupée des victimes. Donc tu joues un peu les justiciers. Mais on va y revenir. Oui, de toute façon, je vais dire que oui, j'ai un petit côté justicier parce que moi, je sais me défendre, mais je me dis toujours, les gens à qui ça arrive ne savent pas forcément se défendre, quoi, je veux dire. D'accord. Donc ça a été un enchaînement. J'ai une vie, parcours de vie complètement atypique que j'assume. Attention, je fais pas l'apologie du crime ou de quoi que ce soit et surtout ne faites pas ce que j'ai fait. Ne tentez pas de faire ce que j'ai fait parce que ça m'a coûté très cher. Il a fallu l'assumer. Mais oui, je vais dire aujourd'hui, je vais me livrer à cœur ouvert pour bien expliquer et que surtout les gens arrivent à comprendre. Et on va s'expliquer dans un langage universel avec des mots simples. Parce que bien souvent, c'est difficile de comprendre ce que les gens disent parce que tout le monde n'a pas le même langage. Donc, on va essayer de prendre un langage universel et je répondrai à toutes tes questions à cœur ouvert. Voilà. Alors, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le début. On va un peu retracer toute ton existence. Et moi, alors, du coup, je voudrais savoir dans quel milieu tu as grandi, parce que donc, ton surnom, c'est Manuel Gitan. Tu es issu d'un milieu de gens du voyage sédentarisés, c'est bien ça ? Pas du tout. Ah. Moi, alors, pas du tout. Moi, je suis né dans l'Aube, dans le département du 10, parce que mon père était le directeur du club sportif, l'équivalent d'Adidas. Donc, je veux dire que mon père était un mini Bernard Tapie, façon de parler. Et qu'après, il a déménagé, qu'il est parti dans le 91 quand j'avais 4-5 ans. Il a changé de destination. Et donc, mon père était, après le club sportif, il a pris la direction, une grosse partie de la direction de la Sovac, une banque d'affaires. Donc, moi, je suis fils de banquier, petit-fils de pasteur protestant. Mon père est le seul des enfants de mon grand-père qui a fait des études, qui a fait Supélec et compagnie. Donc voilà, j'ai pas de parcours en venant de cité, en venant. Tu ne viens pas d'un milieu défavorisé qui pourrait justifier ce parcours de vie après. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Tu as été élevé avec des valeurs, c'est ce que tu disais ? Oui, j'ai été élevé avec des valeurs. Mon grand-père voulait qu'on aille au catéchisme. Enfin, bon, très vite ça brille, parce que dès l'âge de 8 ans, je m'aperçois que je suis pas dans mon monde. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Alors, je m'aperçois que je suis pas dans mon monde. Je peux en parler avec mon père, même s'il était omniprésent, parce que mon père travaillait beaucoup. Il avait plusieurs activités entre la banque, l'immobilier dans lequel il se lançait. Tes parents étaient en couple ? Ah oui, mon père et ma mère. Ma mère était infirmière. Ça a été un mariage un petit peu de religion protestante, etc. Ils n'avaient pas tout à fait le même niveau social, le même niveau intellectuel, etc. C'est un peu dur à expliquer comme ça. Mais bon, donc je me retrouve dans un contexte où, alors moi, j'ai aucune excuse. Oui, ça veut dire que j'ai même pas l'excuse de voler quelque chose. Parce que si je demande à mon père, je manque de rien. Je manque de rien. Mais je suis pas dans mon monde. Ça veut dire que l'école, c'est pas mon truc. Ouais, voilà, quand tu dis pas dans ton monde, c'est que le système scolaire classique ne te convient pas. Non, me convient pas. J'ai envie de travailler, j'ai envie de gagner de l'argent. À quel âge tu te dis ça, j'ai envie de bosser, j'ai pas envie d'aller à l'école? Alors, je crois que le premier métier que j'ai fait, je devais avoir 7-8 ans. J'étais pompiste dans une station-service où mon père avait sa flotte de véhicules à l'entretien. Donc, c'était quand même facile. Et tu faisais ça quand J'allais pas à l'école. Ah non, au début, un petit peu pendant les vacances.
Et après, j'ai dit à mon père, non, je continue. Je touchais les pièces de 2 centimes en aluminium. Il faut remonter dans le temps, j'ai 57 ans. Donc, il y a 50 ans. Donc, je touchais des pourboires de 2 centimes. Enfin, un gamin de 7 ans, il faut qu'il aille à l'école quand même. Ouais, mais j'y allais pas. Mon père était le président des parents d'élèves. Voilà. Il y avait mon frère qui a très mal tourné puisqu'il a fini ingénieur, qui était le premier de sa classe. Ma sœur qui a très mal tourné, qui a fini dans la finance, qui était aussi dans l'école. Mais mon père et le directeur même de l'école disaient, votre fils a un problème. Ils m'ont envoyé voir des psychologues, ils m'ont fait des électroencéphalogrammes, mais c'était pas ma vie. Et tout de suite, j'ai eu une destinée avec les gens du voyage. Mais alors, comment tu les as rencontrés, ces gens du voyage? Alors, c'est simple, en fait, le 91, on était dans un village où il y avait beaucoup de terrains, où les gens s'installent sur des terrains non constructibles, on met des caravanes, c'est beaucoup moins cher parce que voilà, c'est la vie des nomades, c'est un petit peu ça. Mais les gens font les marchés, il y a plusieurs. La communauté gitane, foraine, il y a les gens qui font les fêtes foraines, il y a les gens qui font le cirque, les circassiens, il y a les gens qui font les marchés, donc voilà. Et donc dans le 91, c'était quand même une population où il y avait beaucoup de gens qui faisaient les marchés. Et puis l'été, ils partaient, en fait. D'accord. Et donc, je disais à mon père, papa, ce soir, je suis pas là, je suis avec les Lafleur, papa, je suis pas là, je suis avec un tel. Mais comment tu les rencontres pour la première fois quand tu as 7-8 ans, ces Parce gens-là? que je me balade dans la ville, je me balade dans le village. Enfin, C'est pas quand tu remplis l'essence, non, oui, non, je me balade dans le village, on se connaît. Je veux dire, tu leur parles, ah oui, tu parce que moi, je suis sympathises? voilà, on sympathise, on est ensemble dans les bois. À l'époque, à l'époque, il n'y a pas de console de jeu, il y a pas tout ça. Les enfants sont dehors, quoi. Voilà, on est dehors. Si on va à la chasse, on va à la chasse au lance-pierre. Moi, j'ai de l'argent, je vais acheter un pistolet à plomb. Voilà, si je disais à mon père, je veux un pistolet à plomb, il m'achète un pistolet à plomb. Je veux dire, voilà. Donc, j'avais des choses. Et puis, on va créer une ambiance où, en fait, je vais tout le temps être chez eux. Je vais dire, papa, je mange là-bas ce soir, parce que la communauté gitane, elle est très, très ouverte, en vérité. Les gens la connaissent pas comme ça. Donc ils t'ont adopté tout de suite, finalement? Ouais, oui, parce que tout se fait naturellement. Mmh. Voilà, naturellement. Donc, au début, bah, tu rentres tard, il est 22 h, il dit, tu vas pas rentrer maintenant, tu dors à la caravane. Hop, on dormait à la D'accord. caravane. Et voilà, et je rentrais le lendemain. Mon père ne s'inquiétait pas. Il avait Ils pas savaient que tu étais s'inquiéter. avec eux? J'étais dans un village. Et puis après, bah, il y a eu les premières vacances, façon de parler, au mois de juin. Tout le monde prend la route pour aller au Sainte-Marie-de-la-Mer, pour aller faire les marchés à droite à gauche. Et je suis parti avec eux comme si je serais parti en colonie de vacances. Et ton père, tes parents n'ont rien dit? Ma mère criait au secours. Ma mère criait au Pourquoi? secours. Parce qu'elle ne comprenait pas. Elle avait peur? C'est un milieu qui lui faisait peur, ou c'était le fait que tu partes aussi jeune, aussi loin, finalement? J'étais très très en avance. J'étais en avance j'étais en avance dans un système. C'était pas le mien. Je veux dire, c'est même assez difficile à expliquer. Euh, je veux dire, quand un gamin, déjà, j'étais passionné de mécanique. Voiture, moto, donc on a toujours chez les gitans, il y avait des plus grands qui faisaient de la mécanique, qui faisaient de la moto. À 8 ans, 9 ans, je conduisais des voitures. Oui. Voilà, on faisait du stock car à l'époque, ça se faisait beaucoup le stock car dans les C'est quoi champs. le stock car? Le stock car, c'est des courses de voitures où on se tamponne, D'accord. tout ça, bon, ça, voilà. Après, il y avait on avait des amis gitans qui avaient des stands de cascade, on faisait de la cascade. Il y avait le mur de la mort où on tournait en moto dedans. Donc, on était un peu au milieu en plus, Montlhéry était à côté, le circuit de Montlhéry était à côté. On avait beaucoup de potes qui avaient des casses automobiles. Donc, je vais commencer à être dans un milieu un petit peu. Donc tu te sens à ta place. C'est là où tu te Ah sens à ta ouais, place. ah ouais, ouais. Je veux dire, là. Mais bon, très vite, ça va déraper parce que. Et c'est même moi qui vais entraîner certains gitans quelque part, les pauvres. Parce qu'en fait, je veux toujours mieux. Toujours Et comme plus? toujours plus. Mais comme je veux pas demander à mon père, je veux montrer à mon père que je vais être autonome, et ben, je vais me mettre à voler. D'accord. Je vais me mettre à voler. Ça veut dire que si on avait un moteur de Renault 5 dans une Renault 5 pour faire du stock car et je voulais un moteur de Renault Alpine pour mettre dedans, eh ben, j'allais voler une Alpine. Et ça, tes premiers vols de voiture, ça commence à quel âge? À 8-10 ans. 8-10 ans, parce qu'en fait, celui qui m'apprend à voler les voitures, c'est quand je suis à la station-service à mettre de l'essence, que j'ai 7-8 ans, que je demande à mon père de me faire rentrer. Mais le mécanicien, il me prend. Mon père, c'est un des plus gros clients. Oui, Et là, tu peux pas dire non. Et je lui demande de m'apprendre à voler les voitures. Enfin, je lui demande de m'apprendre à démarrer les voitures quand on a perdu les clés. Je vais être un petit peu plus fin. Je peux pas dire au vieux, dis donc, Loulou, la mécanique, apprends-moi à voler les voitures. Mais je comprends très vite le système.
puis on n'avait pas tous les systèmes. Il faut remettre 50 ans en arrière. Oui, On est 50 ans en arrière. On n'est pas avec des voitures à l'armée, on n'est pas avec tout ça. Donc, c'est plus simple. ouais, beaucoup plus simple, beaucoup plus simple. Donc Et c'était. donc la première voiture que tu voles, elle est où? Tu peux nous raconter? Sincèrement, je me rappellerai ça- pas d'où elle est. La première voiture que je vole, elle est sur un parking de garage parce que je volais les garages. En fait, j'ai toujours essayé de pas vouloir faire mal aux particuliers. D'accord. C'est Déjà c'est- ton côté justicier, enfin, bah, c'est dire. mon côté, je sais pas. Alors peut-être qu'elles étaient plus belles les voitures pour dire la vérité. Au garage, elles étaient préparées, elles étaient nettoyées. Mais bon, voilà, j'avais toujours l'impression que quand on allait dans un magasin, ils étaient assurés, ils étaient. C'est loin de mal. Voilà. Ouais. C'est ce que tu disais. Ouais, c'est peut-être l'excuse que je me trouvais, mais bon, je me vois pas, comme je le disais plusieurs fois, aller cambrioler de nuit. J'ai jamais fait un cambriolage, à part pour aller dans une ambassade après, parce qu'on m'a demandé d'aller cambrioler des dossiers dans une ambassade. Mais je veux dire, chez le particulier, moi, je peux faire de mal à un particulier. Bon, il y a toujours des dégâts collatéraux qui Oui, parce peuvent que quand tu fais exister. des braquages ou Les braquages, après, ça a été, on y reviendra bien sûr, mais ça a été un petit peu plus tard. Et après, il faudra que j'explique à un moment, on y reviendra, mais comment je bascule entre une voyoucratie et une barbouzerie Oui. organisée. mais ça on va le raconter. Voilà, on mais va je veux y dire, venir. c'est là où mon parcours de vie est atypique et où je fais un choix où je sais que je pourrais pas revenir en arrière. Ouais. Et on me l'avait dit. Mais alors avant ça, on va un petit peu continuer sur ton enfance. Quand tu commences à voler tes premières voitures, ton père il est au courant ou tu lui prouves sans rentrer dans les détails que tu peux être autonome à 10 ans et que Alors, tu n'as pas besoin de lui? lui, il pense que comme je travaille à la station-service, il sait que par exemple, des fois, il allait voir. Il allait sur les fêtes foraines, il voyait que je tenais des stands de fêtes foraines quand il y avait la foire aux haricots à Arpajon ou la foire à la tomate à Montlhéry. Mon père, il me voyait tourner. Mon père est venu déguisé me voir tourner en moto dans le mur de la mort. Ah, C'est magnifique. pour lui le banquier, ça doit être dingue. Ouais, Il mais doit c'est avoir son magnifique. Non, mais gamin. c'est magnifique en fait que les mecs me disent, il y a un mec bizarre. On est au mois de mai, ou les T'observes, mois de mai, il y a un mec bizarre avec un espèce de bonnet, une casquette, et le type, il vient à tous les spectacles, il est là. Et pourquoi il voulait pas te le dire qu'il venait? Non, il avait cette pudeur, et tout le monde pensait que c'était un percepteur des impôts, donc tout le monde pensait qu'on allait se faire balancer par les impôts. D'accord. Et il me dit, c'est le mec qui est là-haut dans la tribune. Et en fait, on va T'as s'apercevoir que reconnu c'est que mon c'était père. ton père, ouais. Donc j'ai dit, c'est mon père, vous inquiétez pas. Voilà, j'étais fier. Et tu lui en as parlé à ton père de ça ou Plus jamais? tard, on en a Ah, plus parlé tard. plus tard. On en a D'accord. parlé plus tard, parce on a toujours été très, très complices. Alors justement, ton papa, à un moment, il décide de t'envoyer à l'école en bateau. Il Alors- se dit, voilà, mon fils, il n'est pas fait pour le système scolaire classique, on va tenter autre chose. Alors, c'est pas lui qui va se dire ça, en fait, c'est ma mère qui va emmener ça. Ok. Parce que ma mère, elle avait un peu la folie des grandeurs. C'était le genre de femme qui allait au BHV. À l'époque, il y avait, on va citer une marque, hein, le BHV, par exemple, à l'époque. Toujours, hein, Voilà. ça existe toujours. Voilà. Mais qui arrivait au BHV, qui voyait qu'il y avait 50% de remise sur un canapé, elle allait l'acheter parce que c'était une affaire. D'accord. Un, c'était pas son argent, c'est mon père qui travaille, elle ne travaillait pas. Et de deux, il y avait déjà deux canapés à la maison, on n'avait pas besoin d'un troisième canapé. Mais elle achetait le canapé parce que c'était une affaire. Elle faisait dans le village des ateliers macramé, bougies, etc. C'est mon père qui finançait tout. Donc c'est normal que tout le monde venait à ces ateliers, il n'y avait rien à payer. D'accord. Donc voilà, il faut remettre un petit peu peut-être le côté personnage. baba cool. Bon. Ouais. Après, avec toute cette enfance qui était magique en fait avec les gens du voyage, parce que j'ai appris plein de choses. Mhm. J'ai appris plein de choses. Et quelque chose de très riche. Je veux dire, c'est des gens qui ont le cœur ouvert. On est là le soir, il y a la musique. Voilà, un qui C'est joue de la festif. guitare, c'est festif, c'est voilà, c'est Et puis ils sont très soudés, il y a une espèce tout le monde de est grande soudé. Il y a famille. pas des voilà, c'est un peu voilà quand c'est magique, c'est toujours un peu la fête, l'ambiance. Il y a toujours des petites affaires. Le gars il arrive, il a fait ça au marché, il a acheté ça. Il y a toujours à manger. Ça veut dire que des fois dans des familles il n'y a pas de viande, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Là il n'y a pas de problème, tout le monde arrive, on fait des partage. grillades, un barbecue, le partage, la grand-mère, le ceci, le cela. Il n'y a pas voilà. J'ai jamais été chez eux le gadjo. Comme souvent on dit, par exemple, ils disent le gadjo, la gadji en parlant des autres, ils mettent une séparation. Tu as toujours été Manu le Gitan finalement? J'ai toujours. Quand est-ce que tu as pris ce surnom? Ah, j'ai plus le surnom, on me l'a donné, c'est la police qui me l'a donné. Ah oui, alors Parce qu'en fait, quand la police me cherchait ou autre chose, ou voulait m'identifier, ils disaient Manu, le fils du banquier, là, Manu le Gitan, là, celui qui est toujours chez le Gitan. Donc c'est devenu Manu le Gitan. d'accord, c'est pas toi qui au début. Ah non, pas du tout, non, j'ai jamais revendiqué. C'est comme là, on m'appelle l'Africain blanc par rapport à toutes mes années en Afrique. C'est parce que je suis en mode africain, en boubou,
en boubou là-bas en Afrique, je vis comme un Africain et je suis blanc. Donc voilà, je D'accord. veux dire, c'est un peu comme à un moment on m'a appelé le justicier par rapport à tout ce qui s'est passé. Et donc à un moment, je vis en caravane, je ramène même une caravane dans le jardin de mon père. D'accord. J'achète une caravane, une petite caravane de 4 mètres, je vis chez mon père, j'ai 10-11 ans, j'ai ma caravane chez mon père, parce que je peux pas la tracter, j'ai pas de voiture, etc. Je rentre une caravane dans le jardin chez mon père. Mon père dit rien. Ton père dit rien. Mon père me tire un tuyau d'arrosage pour brancher l'eau à la caravane, il me tire un truc et Ils vont toujours accepter cette. toujours, toujours. Mon père était très tolérant en fait, il était voilà. Et mon grand-père pasteur, pareil, a toujours voilà. Alors du coup, comment t'en viens à l'école en bateau? Alors, comment j'en viens à l'école en bateau? À un moment, donc je dois avoir, c'est un peu dur les âges, mais je dois avoir à peu près 12 ans. Ouais, je dois avoir à peu près 12 ans. Euh, donc je revenais régulièrement chez moi, hein, voilà. Et j'ai à peu près 12 ans. Et là, ma mère me dit, ma mère dit, j'ai trouvé quelque chose pour toi. Voilà, c'est formidable. Parce que moi, j'ai toujours été attiré par les bateaux, la mer, etc. Voilà. Et donc, me dit, voilà, on a trouvé un truc, c'est un peu genre 68 arts. J'ai plus le nom, c'est comment il s'appelle le gars qui a créé ça Il s'appelle Léonide Kamenefi. Voilà, oui, ouais, c'est ça. Kamenefi. Kamenefi, voilà, voilà. En fait, il a fondé cette Dans les années cette 60. association en 1969. Donc, c'est une école Voilà. sur un bateau et qui prodigue une éducation alternative. Voilà. Sur le papier, c'est ce qu'il disait. Merci, voilà, on arrive sur le papier. Donc là-dessus, ma mère évoque le problème à mon père, on en parle. Problème. Mais moi, j'ai dit, tiens, c'est extraordinaire, la chance de ma vie, je vois là. Voyager. Donc, ma mère est contente parce qu'elle se dit finalement, bah, mon fils, il n'est pas taré, peut-être que voilà, enfin, je veux dire, voilà. Et donc, là, je me rappelle, on va à Massy-Palaiseau, dans un espèce de bâtiment où on rencontre ce fameux type, j'ai du mal à dire le nom là, voilà. On rencontre ce type, les cheveux longs, machin, des maquettes de bateaux en bois, des cadres avec des photos. Il explique son système scolaire. Il vend du rêve. Mais bon, moi j'y crois. Au début, oui, bah, tout le monde y croit, forcément. Mon père y croit, ma mère y croit. Ça coûte très cher. Oui, ça coûte très très cher. Je crois qu'à l'époque, c'était 3500 francs par mois. Oui, c'était vraiment des privilégiés qui pouvaient se payer un an de. C'était quoi? C'était un an ou deux? Il n'y a pas de limite. Mais souvent, c'était des cycles d'1 an ou 2. Ouais, mais il y a pas de. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas forcément au départ de limite. Mais bon, je veux dire, voilà, vous payez, vous restez, etc. Et donc là-dessus, le départ est prévu. Mais moi, je suis content, en vérité. J'ai dit, génial, voilà, super, voilà. Moi, je sortais d'un monde avec mes amis gitans avec qui je vivais un petit peu en communauté, etc. Donc là, tu disais, ça va être un peu la même chose, mais sur l'eau, quoi. Sur l'eau, avec, il y avait quand même, on nous avait vendu des éducateurs, on nous avait vendu tout ça et tout. Bon, voilà, ok. Et donc là, je décolle de Corfou, mon père, mais d'Orly. Je décolle de l'aéroport d'Orly. Mes parents m'accompagnent, voilà, je suis avec une hôtesse, le machin autour du cou, le truc, la valise, et j'arrive à Corfou. En Grèce? Ouais, en Grèce, tout à fait, à Corfou, en Grèce, et là, il n'y a personne. D'accord. Personne pour t'accueillir? Personne pour m'accueillir. Ok. Donc j'attends dans l'aéroport, il y a la police qui est là, le machin, là, on va attendre, et au bout de peut-être une demi-journée ou une journée, je serais incapable de dire. Là, il y a deux personnes qui arrivent, qui se présentent de cette fameuse. Des éducateurs? Oui, des éducateurs de cette fameuse organisation, l'école en bateau. Et en fait, par la suite, j'apprendrai que c'est des anciens élèves de cette école qui sont devenus éducateurs, voilà. Mais on est à Corfou et on doit descendre à Kalamata dans le sud de la Grèce et on va partir en stop. Ah oui, donc d'accord. le fameux bus, les bus 9 places en photo, tout ça, tout ça on oublie. Bon, c'est drôle, c'est drôle. Niveau orga, on non. Déjà là, dès que j'arrive, j'ai compris qu'il y a un problème. Bon, voilà. Mais je me dis bon, il peut y avoir un problème. L'aventure, le bus a crassé. Toi, ça te plaît peut-être un petit peu cette ambiance. Ça me plaît. Je suis jamais inquiet. Je veux dire, je trouve ça original. Je suis en Grèce, je découvre la Grèce. Il y a le soleil, il y a la mer, il y a tout ça. Je me dis, je vais arriver des bateaux excellents. Je vais me prendre pour le capitaine Crochet. Voilà. Enfin, je veux dire, la vie va être belle, quoi. Et donc, quelques jours après, parce qu'on a mis un peu de temps quand même, mon stop. Et quelques jours après, donc on arrive à Kalamata. De là, on a un petit bateau qui fait
6-7 mètres, un petit voilier avec un moteur qui pue le gasoil, une voile, voilà, enfin bon, un truc, j'ai regardé à 2 fois quand même avant de monter dessus et partir. Pareil, rien à voir avec les photos Ah non, que on t'avais oublie, vendues. on oublie. Et vous étiez combien sur ce petit bateau? Et ben on était les 2 qui étaient venus me chercher et moi, on était que 3. D'accord. Et là, vous Voilà. partez. Et là, on part, on a à peu près une journée de navigation pour aller se parquer sur leur fameuse île, l'endroit mythique de rêve où on avait vu des photos magnifiques, quoi, voilà. Parce que du coup, le bateau est amarré quelque part. Ouais, il était au port de Kalamata et on est parti du port de Kalamata pour aller sur la genre d'île qui était soi-disant à eux. Oui, d'accord. Parce que donc l'école se passait. Vous naviguiez ou Ah vous oui, étiez- l'école se passait. Alors l'école se passait une partie sur l'île, mais en navigation avec des Voilà. magnifiques bateaux. Mais quand j'arrive là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand j'arrive là-bas, il y a des vieux voiliers pourris de 10-12 mètres. Il n'y a pas les bateaux de 25 mètres avec je sais pas combien Et il y a combien d'élèves? de voiles. Ben, de mémoire, il y a 40-50 personnes sur l'île qui fument du shit toute la journée, qui se baladent la bite à l'air, qui je sais pas ce qu'ils foutent ensemble, et ils fument de l'herbe, ils ont des cheveux pires que qui tiennent par la crasse, leurs frocs ils tiennent debout par la crasse. Oui, donc Donc, rien à voir rien à voir, avec ce truc qu'on de ouf. avait vendu. Truc de ouf. Bon, je dis, bon voilà, on va attendre. Là, après, bon, je fais connaissance enfin, je revois le fameux que j'avais vu à Massy Palaiso, là, Le directeur. le directeur, etc., qui commence à me raconter, l'éducatrice, ceci, le machin, c'est comme ça, faut rien dire aux parents, alors ça se passe comme ça. Lui, il est là depuis C'est ma méthode. c'est ma méthode, c'est comme ça. Lui, il est là depuis tant d'années, c'est un Américain, lui, c'est ça, il nous présente, réunion, feu de groupe, et on chante avec une guitare. C'est tous des crados. Bon, moi, ça me convenait pas du tout. Nous, chez les Gitans, tout est propre. Les draps sont sortis tous les jours. Oui. Machin, tout est nickel. Je veux dire, voilà. Donc, au bout de combien de temps tu te dis, moi, ça va pas le faire? Ah non, mais j'ai même pas le temps de m'endormir la première nuit. J'ai dit, ça va pas le faire. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais le problème, c'est que j'étais un peu là. J'avais peut-être 200 ou 300 francs d'argent de poche que mon père m'avait donné. Il m'avait dit, voilà. J'essaie de comprendre l'organisation. Quand j'arrive quelque part, c'est un peu comme quand j'arrive en prison. J'ai qu'une pensée, c'est de m'évader. Voilà, qui peut être ton allié, qui peut être... voilà. Comment je vais faire pour me sortir de ce bordel? Voilà, parce qu'il n'y a pas le téléphone. J'ai navigué à vue avec eux, je sais pas où on est exactement. Il faut quand même que voilà. Donc je vais faire le gars pour qui tout va bien. Ouais. Et donc je m'aperçois qu'en fait les parents payent en début du mois. Donc lui, il va là-bas, il va sur Kalamata en bateau, il emmène des gens pour aller faire les courses, il va ramener l'argent, il va changer récupère l'argent. À l'époque, on est en drachme, hein, on est de mémoire, c'était le drachme, la monnaie grecque, hein, voilà. Mais je m'aperçois que c'est un truc bon, voilà. Donc c'est assez drôle pour, admettons, on va dire pour des petites vacances, des machins. Ouais. Tu vas pas mais je m'aperçois que voilà, et donc quand je commence à parler du voilier, j'essaie de voir un peu des trucs, il y a des globes, il y a des ancres, et tout, mais en fait, il n'y a rien, c'est une arnaque complète, quoi. Puis je savais ce que mon père payait quand même, Oui. donc voilà. Donc à quel moment tu te dis, je me casse? Eh ben, je me casse, je dis, la prochaine fois qu'il va à Kalamata et qu'il revient avec l'oseille, là, je m'occupe de leur opération. Non, alors là, non, j'étais très. Tu le braques pas, mais tu prends l'argent. Ouais, j'avais décidé de partir avec la caisse complète, voilà. de ce qu'il allait ramener pour les 30 ou 40 personnes qui étaient qui payaient. Voilà, j'avais décidé de déjà qu'ils fumaient bien le joint, mais j'avais décidé de bien leur mettre la potion magique dans ce qu'ils buvaient, dans ce qu'il y avait à l'époque comme médicament. J'avais acheté ça à la pharmacie là-bas à Kalamata quand on avait été faire les cours. J'avais préparé une potion magique. Ils ont bien dormi. Ah, pour qu'ils dorment le jour où tu décides de t'évader finalement. Tout était prévu, ouais, tout était prévu. Parce que du coup, tu vas décider de partir, de t'évader. Ouais, avec une petite, elle avait 3 ans de plus que moi, voilà. Donc toi, t'as quel âge à cette époque? Moi, j'ai 12 ans. 12 ans. 12 ans. Il y a une jeune fille qui a 15 ans, une Belge géniale, hein, qui a 15 ans. On était un peu en love story. Et puis un garçon très très sympa, un Anglais très très sympa, qui lui, bon, ses parents l'avaient mis là-bas un peu pour le punir, c'était un petit peu compliqué. Voilà, la bonne poire que j'avais dit, on va pas laisser là, quoi. Je veux dire, voilà, donc on va l'emmener. Et donc puis, comment 3 gamins volent un bateau et... Ah bah ça, un bateau, tu décroches la corde. Donc non, mais tu les as
drogués finalement? Tous ceux qui Quoi, tu as mis quelque chose? pouvaient être sensiblement nuisibles et où j'allais devoir aller dans les cabanes, prendre l'oseille, prendre tout ce qu'il y avait à prendre, eux, ils ont pris la dose. Hein. Donc ça veut dire Ah quoi? oui, j'ai Médicaments mis dans quoi? l'équivalent de l'Exomil, mais dans des bouteilles de whisky, dans ce qu'ils buvaient, le Ah, rhum. parce qu'ils buvaient beaucoup. Ah ouais, le soir et tout, ouais. D'accord. C'était des grosses fêtes le Et soir. donc là, tout le Van monde, Parme et machin, etc. Ah ouais. tout le monde est Ah, KO. bon, déjà, ils étaient déjà KO d'office. Oui. Là, ils ont été bien KO, comme avant de réagir, ils étaient bien KO, voilà. Du coup, tu rafles tout ce que tu peux rafler. Ouais, que je prends tout l'oseille qu'il y a à prendre, je prends tout ce qu'il y a à prendre. Et vous partez avec combien? Tu te rappelles à peu près? Pas mal d'argent, quoi. Pas mal d'argent. Et là, vous partez en mer, tous les Ouais, trois. on part, mais mon objectif était de viser Kalamata. Je voulais pas rester sur. Déjà, le bateau, j'avais pas trop confiance. Tu voulais retourner sur Kalamata finalement? Ah ouais, je voulais retourner sur la terre. Ouais. Ta femme. Et après, tu voulais rentrer chez toi? Ah non, pas du tout. Tu vois, Non, tu j'avais voulais dit, rester, on va voir ce qu'on va faire. Moi, je voyage. J'avais de l'oseille. Ouais. On avait tout ce qu'il fallait. Oui, le temps que tu as ouais. de l'argent, C'était pas un problème. J'avais dit, on va acheter des Vespa. À l'époque, en Grèce, on roulait beaucoup avec des Vespa. On va acheter des Vespa. On va regarder. La Grèce, c'est magnifique hein, comme pays. Bien sûr. Donc, voilà. Et donc, en fait, je vais me tirer avec le bateau. Donc, mais tu as déjà... des notions de navigation ou pas du Oui, tout? oui, mais bon, après, c'est très simple. Tu mets le gouvernail, il y a des moteurs 9-9. Oui, mais enfin, Sur les voiliers, il y a des moteurs. Pour te repérer, c'est pas non plus. Ouais, mais ça va, tu prends un compas. Enfin, je savais, je veux dire, j'avais quand même. Allez, quand j'ai compris que je partais à l'école en bateau. Tu t'es un peu renseigné. Oui, je vais assez vite à comprendre. Enfin, à 12 ans, c'est pas forcément. Oui, enfin, moi, à 12 ans, il y en a, ils savent faire des racines carrées. Machin. Oui, Moi, puis à 12 ans, il y en a qui savent pas faire le lacet aussi. Voilà, ouais, ça voilà, peut ouais, être, non, mais bon, tu prends des chaussures sans lacets. Mais là, bon, il n'y avait pas de pilote automatique, mais c'était un rapio, voilà. Donc déjà, en fait, j'en ai décroché un pour être sûr qu'ils puissent pas nous rattraper. Ah oui. Déjà, j'en ai balancé un à la mer. Et le deuxième petit, il y avait un gros, qui aurait été compliqué comme à naviguer, mais j'ai décroché celui-là et on est parti avec le petit, voilà. On a laissé dans le port de Kalamata, quoi. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Ben, on arrive à Kalamata, donc déjà. Combien de temps vous mettez pour rallier Kalamata? On va mettre une journée. Une journée. Ouais. Enfin, une nuit. Oui. Enfin, on va mettre une nuit et demie, quoi. Disons le lendemain midi, parce qu'on s'était un peu écarté. La nuit, on voit les lumières, mais bon, à l'époque, c'est pas, il n'y avait pas autant de lumière que maintenant. Donc, au lever du jour, après, on a une orientation plus simple au lever du jour, quoi. Voilà. Et donc là, vous débarquez à Kalamata et qu'est-ce que vous faites? Ben, j'accroche le bateau au port. Voilà, on avait nos sacs à dos qui étaient prêts, on avait tout préparé, etc. Et voilà, et puis on part, on prend le bus, on lève un petit peu le camp de là-bas, voilà, et on commence à faire tout le tour du Péloponnèse. Donc on part pour être à 100, 200 km. Après, ben, on va un peu dans les auberges de jeunesse, voilà. Et personne ne vous demande, vous êtes tous les trois mineurs? Non, il y a ouais, pas mais bon, déjà, à à 12 ans, je fais 1m70, voilà. Oui. Non, mais je veux dire, voilà, on se fait passer un peu. J'étais un petit peu malin parce que bon, j'avais connu le scoutisme grâce à mon grand-père avec les protestants. Donc bon, voilà, je fais des foulards, je fais faire des foulards par une couturière. Voilà, je veux dire, je m'organise qu'on n'ait pas trop de, voilà. Donc une couturière que tu rencontres sur ta route en Oui, Grèce, il y a partout. Oui, mais il y a des boutiques partout. Je veux dire, on n'est pas dans le monde d'aujourd'hui. Je veux dire, à l'époque, il y a des couturières, il y a un cordonnier. Et donc tu lui demandes, enfin, vous faites passer pour des scouts finalement Au départ, par sécurité, surtout par rapport aux flics, par rapport à tout ça, j'avais récupéré nos passeports. On avait nos passeports avec nous. D'accord. Donc j'avais pris les papiers, voilà, j'avais même pris des papiers en double qui n'étaient pas les nôtres. J'avais dit, ça pourra toujours servir parce qu'il gardait tout précieusement dans sa genre de petite maison qu'il avait construit, voilà. Donc, et là, ce charmant bonhomme, là, voilà, charmant pédo. D'ailleurs, il faudra quand même. Oui, alors ça, il faudra, oui, effectivement. Non, mais ça je l'avais signalé à l'époque. Ça, moi, je l'ai signalé à l'époque. Hein, À l'époque, on m'a dit non, c'est Baba Cool, 68, etc. Mais c'était un pédo. Oui, finalement, il sera condamné en 2013 à 12 ans de réclusion mais ça a duré pour agression sexuelle et sur plusieurs élèves. Alors, officiellement, il n'y en a eu que 5, mais il y en a. Non. Oui, il y en a énormément qui ont porté plainte, mais malheureusement, c'était prescrit. Voilà, donc, il a été condamné pour 5. J'ai vu ce qui s'est passé. Il avait 5 gamines qui couchaient dans sa piole. Il allait dans le bateau avec des gamines. Voilà, ça. De toute façon, voilà, mais alors, du coup, combien de temps ça dure, ces vacances grecques Alors, ces vacances grecques, alors au début, bon, on est comme ça. Après, je décide d'acheter les Vespa. Voilà, après, je décide d'acheter. Vous êtes mineur, vous pouvez acheter des Vespa? Oui, bah, je suis énergiste, dès qu'on paye, voilà, on n'a pas de problème. Personne vérifie. Ok. De toute façon,
D'accord. Et donc là, On est 50 ans en arrière. Hein. Oui, On est 45 ans en arrière. Je veux dire, aujourd'hui, même ton fils, il rentre dans un magasin de scooters, il achète un 49.9 sans sa mère, sans ses papiers, sans rien. Il va chez Apple, il achète un iPhone sans. oui, oui. Non, mais on va remettre un peu dans le contexte. Mhm. Donc, non, non, donc voilà, donc on va vraiment faire un gros kiff, voilà, à voyager. Et puis après, ben, j'arrive au bout de 6 7 mois, les finances sont. J'avais prévenu mon père, je lui ai dit, j'ai rien besoin. Quand j'ai besoin, je te dis, mais arrête de le payer. Donc du coup, tu as prévenu tes parents Ah que oui, tu j'ai dit étais à mon père. parti, Ouais, tu leur as ouais, expliqué, ouais. parce que j'imagine que l'école en bateau a porté plainte. Non, Vous non, avez... rien du tout. D'accord. Mon père, c'est moi qui l'informe. À moi, parce que j'ai laissé un peu de temps, voilà, qu'on soit en place et tout, pour être sûr de ce que je voulais lui dire. Et voilà, j'ai allé Mais il 3 s'inquiète semaines. pas, ton père, tes parents, quand tu dis ça? Ah, ma mère, elle hurlait, elle hurlait. Et mon père, non. Mon père, il m'a dit, surtout, donne-moi des signes de vie. Voilà, c'est tout. Mon père, il n'était pas compliqué. Il savait que, à la rigueur, j'étais beaucoup moins risqué Oui, à c'était être moins tout seul, dangereux. à m'organiser dans ce que je faisais. Après, j'ai visité des monastères, j'ai rencontré les popes, Tu as fait du toute tourisme. la culture orthodoxe. J'étais très intéressé par la culture orthodoxe. Je suis resté longtemps dans un monastère pour apprendre à faire des icônes où on transmet avec des feuilles avec l'huile et tout sur les toits. Ça a été hyper enrichissant finalement Ah cette ouais, période. génial. Et après, notre petit pote anglais a voulu rentrer D'accord. parce qu'il communiquait avec ses grands-parents. Donc voilà. Donc lui, il a décollé d'Athènes. Voilà, on l'a fait décoller d'Athènes et en fait, je l'ai envoyé à l'ambassade de France en fait. L'ambassade d'Angleterre, pardon, je l'ai envoyé à l'ambassade d'Angleterre. Et donc il a expliqué qu'il était parti depuis X temps, voilà. Ambassade d'Angleterre, les Ton grands-parents rapatrié. Ouais. rapatriés. Voilà, nous on a continué avec notre petite, on a continué et on est parti sur l'Italie. Voilà. D'accord. Voilà. Donc j'ai fait toute l'Italie, de en haut, en bas, en largeur, etc. Là, mon père m'envoyait de l'argent tous les mois parce que j'étais à sec. J'avais D'accord. bouffé tout ce qu'il y avait à bouffer. Donc il finançait Ouais, ah oui, oui, ton mon père, séjour. tout mon père, il disait t'es où, machin, et voilà, je suis telle ville, tel truc. Il m'envoyait, voilà, j'avais ma pièce d'identité, donc il y avait pas de problème. Après, bon, il y avait 2 3 fois, on a eu des petits problèmes avec la police, bon, corruption, donc. T'arrivais à te, Oui, toujours un petit à billet. te Bon, après, dépatouiller de ça. sinon, j'étais organisé, je veux dire, pour avoir un billet à portée de la main, mais avoir. Tu savais déjà comment Oui, oui. te les mettre dans la poche, si j'ose dire. Oui, bah, la corruption, Mm. dis-moi, la corruption. Alors comment ça s'arrête tout ça? Eh ben, tout ça, ça s'arrête. Un jour, j'en ai marre. Un jour, j'en ai marre. Et mon père, et je dis à mon père, écoute, je crois que je vais rentrer. J'avais fait le tour. D'accord. J'avais fait le tour. Aller en Turquie, ça ne me dit rien. Enfin, j'avais pas d'autre. La Grèce et l'Italie, c'était pas mal. Bon, j'ai dit l'Espagne, machin, je vais voir. Et donc, du coup, en fait, je vais rentrer, je vais prendre le train en Italie. Et je vais rentrer. Et je vais arriver jusqu'à Paris. Ouais. Et de Paris, je vais aller jusqu'à Brétigny-sur-Orge, qui est à 4 km de la maison. Je me rappelle toujours de cette cabine téléphonique jaune où on met des pièces, voilà. Et comme mon père avait un bureau, il faisait de l'immobilier, il y avait un bureau et sa société s'appelait CJP Immobilier Cavalier Jean-Pierre, c'est l'initiale. Ouais. Voilà. Et donc là, j'appelle, je tombe sur la secrétaire. Oui, bonjour. Elle me dit, oh, Emmanuel, comment vous allez? Je dis très, très bien. Et je dis, est-ce que mon père est là? Elle me dit, oui, oui. Bah, je dis, bah, dérangez-le, s'il vous plaît. Et elle le dérange. Je dis, papa, ça va? Ouais. Elle me dit, ouais. Je dis, papa, je suis à Bretigny. Il me reste 4 km à faire. J'ai vraiment pas envie de les faire à pied. Il n'y a pas de taxi, il n'y a rien. Est-ce que tu peux venir me chercher? Je suis rentré. Il m'a dit, j'arrive. Voilà. Et on a été, et je suis arrivé, il est venu me chercher et il m'a dit, tu veux qu'on mange à la maison? Tu veux qu'on mange dehors? Je dis, comme tu veux. On a mangé à la maison. Et puis je lui ai un petit peu expliqué où j'en étais, voilà. Et alors après, comment tu reprends ta vie? Qu'est-ce qui se passe quand on a... T'as passé quoi? Combien de temps J'ai passé, T'as quel âge quand tu rentres? j'ai presque 14 ans quand je rentre. D'accord, donc presque 2 ans. Ouais, presque 2 ans quasiment. Et alors là, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes voir... Bah là, je repars un peu avec les gens du voyage. Ouais. Je repars avec les gens du voyage. Et, mais là, je tourne un peu mal. Je repars avec les gens du voyage, mais c'était une famille qui n'était pas trop fortunée. On n'avait pas trop d'oseille. C'était plus dur que prévu. Enfin, au début, ça allait à peu près. C'était plus dur que prévu. Et là, je décide d'aller fermer. Je décide.
je dirais, j'essaie de faire les premiers bracos, mais de poste, caisse d'épargne, D'accord. banque. Donc c'est à 14 ans que tu commences tes premiers braquages. Je commence à y réfléchir, mais ça veut dire que je fais beaucoup de. J'avais tout mon temps. Enfin, je veux dire, moi, je prends toujours le temps. Mmh. Donc, je repère, je regarde comment ça se passe, je regarde la gendarmerie, comment elle est faite, etc., etc. Voilà. Je regarde comment ils font les rondes, etc. Et donc, de toute façon, la première ville que je fais, j'ai mis 2 cadenas sur les portes. C'est quoi la première ville que tu as fait, Ah justement? non, voilà, enfin, voilà, Alors le premier coup que tu as fait, est-ce que tu t'en non. souviens? Oui, oui, non, mais le premier braco que je fais, déjà, je mets des U de moto, des antivols de moto sur la porte de la gendarmerie. Donc, ça veut Ah dire oui, que d'accord. Tu les déjà, ils sont fermés chez eux. Ça veut dire quand ça va sonner, s'il n'y a pas un véhicule qui est sorti, voilà. Donc, je m'en rappellerai toujours parce qu'il y a même des gendarmes qui ont jeté leur vélo par-dessus le portail et qui, nous, on était en R30TX et qui ont essayé de nous poursuivre avec des vélos. Et tu as braqué quoi pour cette première, pour ce premier coup? Poste, j'ai fait plusieurs dans la même ville. On était plusieurs, hein. Le même jour? Ouais, même jour. Même jour. Donc poste, banque. Ouais, le même jour. D'accord. Voilà. Et là, tu fais quoi? Là, ça Tu marche. rentres? Là, Non, mais raconte-nous rentre, ton premier braquage. je rentre, je veux dire, je rentre cagoulé, j'ai un chauffeur, enfin, où je fais le chauffeur, on est plusieurs, on était une bande de 4, voilà, on était une bande de 4, et voilà, je rentre et je leur dis, voilà. Vous avez des armes? Oui, oui, c'est pour un hold-up, on a des fusils de chasse, hein, ni plus ni moins, voilà, hein. D'accord. On s'embête pas d'armes de poing, fusil de chasse, ça se vendait à l'armurerie avec un permis de chasse, enfin, c'était simple à avoir, hein, je veux dire, à l'époque, tout était simple, Ouais. je veux dire, et donc, je braque, mais je fais ça comme si. C'est malheureux à dire, hein, c'est grave à dire, mais je fais ça comme si je faisais une pièce de théâtre pour la fin de l'année Ouais. scolaire à l'école, quoi. Je veux dire, c'était inné. Oui. Propre, pas un coup de feu, Tu rien te du sens tout. à l'aise? Ouais, ouais, ah oui, tranquille, sans violence, sans mettre un coup de crosse, sans rien mettre. Et ça Et marche. ça, tu y tiens, ça, à ne pas Bah, ça à sert à blesser rien. personne. Ça sert à rien, la violence, ça sert à rien. Mais si ça avait dérapé, qu'est-ce qui se serait passé? Si ça avait dérapé, je veux dire, ça peut toujours déraper. Déjà, ce qui se Ah, passe, Toujours généralement, dérapé, ça, c'est sûr. sur un braco, il faut savoir que très souvent, les coups de feu qui sont tirés par accident. D'accord. Bon. Donc, moi, j'ai une technique. C'est vrai que je tombe toujours tout seul. Je suis jamais tombé avec personne dans une affaire. Je tombe toujours tout seul. Après, par le passé, on va s'apercevoir que je travaille toujours à visage découvert, alors que tous mes complices sont cagoulés. Mais à l'époque, c'est pas le cas. Là, quand tu fais des premiers bracos, t'es cagoulé, tu disais? Ouais, je suis cagoulé, D'accord. je suis prêt, voilà, bon. Parce qu'on a peur de laisser des empreintes, on n'est pas encore à l'époque de l'ADN, on n'est pas encore à tout ça. Et sans nous dire quelle ville, mais c'était près de chez toi ou Non, alors t'avais non. ciblé un endroit? Un autre département, on était arrêté dans un autre département et je savais qu'on allait rester un moment et on était là-bas et j'ai dit, bon, je vais regarder là-bas, je vais regarder Quand tu là-bas. dis on était arrêté, c'est-à-dire que Le campement, deux gens du voyage, ouais, vous j'étais étiez arrêté d'accord. sur un terrain, on était là-bas, voilà. D'accord. Et donc ça se passe bien, le premier se passe bien, le deuxième se passe bien, le troisième se passe bien. Et on t'apprend, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'apprend Non. je sais pas si on... Oui, non, on n'apprend pas à faire un braco. Non, non, c'était un peu, je veux dire, je l'ai calculé. Inné, quoi, c'est ce que Oui, tu disais. d'ailleurs, je regardais pas trop la télé parce que j'aimais pas trop la télé. Puis bon, à l'époque, il n'y avait pas non plus trop la télé, les films et tout, les machins, je regardais pas trop tout ça. Mais bon, pour moi, j'avais été regarder à la poste, je vois un guichet, une dame derrière le guichet, je vois un gars, il y a ça, il y a une porte qui est là, il y a ça. Enfin, je veux dire, voilà, ça se fait propre, quoi. Combien de temps tu mets à préparer ton premier coup? Parce que tu dis, logiquement, il y a du repérage, il faut... Je pense que Tu disais que tu prenais presque un an. Je pense que Ah, quand même? Ah oui. Ah oui, ok. Je mets un an avant. Oui, donc c'est inné, mais c'est quand même ultra préparé. Ah oui. Tu vas mais, pas oui, en mais je tout mets risque, un quoi. an avant de savoir si je vais le faire, pas le faire, et quels sont les risques. Je dirais que ouais, je mets un an avant de me décider est-ce que je vais monter au braco ou je vais pas y aller. Voilà. Et du coup, dès que tu goûtes à ça, est-ce que tu prends goût quelque part? Ou Ouais, alors. qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Tu réussis ton premier braco. Ouais, on en réussit 4 dans la journée. En plus? On en réussit 4 dans la journée. En fait, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Et là, j'explique à tout. Parce en fait, déjà, tout le monde était chargé à blanc. Ça veut dire que même mes 3 complices qui étaient avec moi, ils savaient pas, mais ils étaient avec des cartouches à blanc. Ça veut dire que même s'il y avait eu une Ah oui, il y avait... fausse manip, il pouvait rien se passer. D'accord. Tu Donc, savais qu'il ne ferait pas de là, piscine. quand on a tout fini, je leur explique. Je dis voilà, si vous voulez qu'on continue à travailler, on travaillera comme ça.
D'accord. Voilà. Et c'est important, voilà. Bon, on a évité toutes les courses-poursuites, on a évité, tout s'est bien passé parce que tout était millimétré. Oui, C'est voilà. pas Tu vas nous expliquer après, parce qu'en fait, tu t'es évadé de façon, assez, dingue, ouais. pas du tout spectaculaire. Enfin, c'est pas à coup d'hélico et tout, mais ça, tu vas nous raconter après. Mais d'abord, je voudrais que tu nous racontes un tout petit peu ton quotidien en prison. Du coup, tu vas passer là une année. En fait, tu vas en passer, c'est ce que tu disais en début d'épisode, tu vas en passer, une Une petite dizaine, dizaine d'années. petite dizaine, Mais du coup, mais c'est quoi parsemé. Ça, je oui, fais faire une petite dizaine d'années de prison, mais des petites condamnations à chaque fois? non, enfin des beaux dossiers, mais qui vont jamais aboutir, où Oui, je vais voilà. arriver à sortir entre-temps. D'accord. Ça veut dire que je Oui. vais arriver à soit m'évader, soit casser la procédure, soit sortir. En fait, je suis quasiment jamais sorti en fin de peine, Ouais. comme Mais alors, c'est normal. du coup, c'est quoi ton quotidien en prison? Alors mon quotidien en prison, c'est que déjà très souvent, j'étais mis à l'isolement. Pourquoi? Parce que tu DPS, détenus particulièrement surveillés. parce qu'ils avaient peur que tu t'évades? Oui, parce que déjà, bon, c'était prévu que je devais m'évader. En fait, dans ma tête, déjà, quand j'arrive en prison, la première chose que je regarde, c'est comment je vais m'évader. Mmh. Bon. Mais m'évader proprement. Ça veut dire qu'en fait, il faut savoir qu'à un moment, c'est Napoléon qui a écrit le code pénal. Et dans le code pénal, à une époque, c'était pour qu'une évasion soit retenue contre toi, il fallait qu'il y ait un bruit de prison, c'est-à-dire que tu te coupes un barreau, de la violence vis-à-vis d'un surveillant ou d'une personne administrative, ou de la corruption. Bon, moi, de toute façon, la corruption, je l'aurais jamais reconnu, donc voilà. Et donc, je me suis évadé, en fait, avec le camion de la boulangerie. C'est ça. Ça veut dire que à la prison de Fresnes, en 1994, à la prison de Fresnes, il y a une boulangerie qui fabrique le pain pour la maison de Villepinte, qui fabrique le pain pour la maison d'arrêt Oui. de Villepinte, la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, etc. Et donc là, j'arrive à monter un stratagème et une organisation où il y a de la farine qui est livrée pour fabriquer le pain. Donc je fais rentrer tout le matériel dont j'ai besoin. Tu bosses à la boulangerie à ce Pas moment-là? encore, pas encore, Mmh. pas encore. Je prépare d'avant, j'ai des gens qui sont en place. Et donc, je fais rentrer ce que j'ai besoin. Voilà, Tu as besoin de quoi? bah d'armes, de radios, etc. pour communiquer avec les gens qui vont suivre le camion. Parce que je sais qu'à partir du moment où je vais monter dans le camion pour m'évader, déjà l'alerte risque d'être donnée, je risque d'être démasqué. Et surtout, j'ai 10 minutes entre la livraison du pain de Fresnes à la Santé. Il y a à peu près 10 minutes, il y a 10 minutes de route. Donc, il va falloir être rapide. Bien sûr. Voilà. Et donc, je vais préparer mon évasion intelligemment, pareil. Et le matin, le jour J, le lendemain de mon anniversaire, je m'évade le 11 juin 94. Hein. Voilà, le lendemain de mon anniversaire, donc je m'organise pour être à 5h, à 4h30 du matin, partir avec l'équipe qui va à la boulangerie. Voilà. Donc tu te caches dans le camion? Ouais, préparé une planque dans le camion. Tu as fait comment pour préparer le camion du coup? Bah en fait, si tu veux, c'est qu'on mettait des panières de pain et il y avait une ligne à l'arrière du camion. Et quand il y a toutes les panières, on est sûr qu'il n'y a rien au bout, on doit voir la ligne en fait. D'accord. Et donc, on a rétréci des panières qui étaient plus petites pour que je puisse me mettre derrière. Combien de temps tu mets pour préparer un coup comme ça? J'ai mis 3 mois, tranquillement. D'accord. 3 mois. Mais bon, le problème Mais du coup, tu as quand même des complices à l'intérieur de la prison parce que pour rétrécir les panières, tu peux pas le faire tout seul. J'ai des complices parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient intérêt à ce que je sorte. Pourquoi? Pour régler des problèmes, c'était toujours mêlé un petit peu avec des histoires. La barbouzerie toujours? Oui, parce que je partirai en ex-Yougoslavie dès que je m'évade, je partirai en ex-Yougoslavie quand même. Donc tu es quand même aidé. Oui, On te facilite la tâche, oui, on va dire. bien sûr. Ouais. D'accord. C'est ta tâche. Et donc là, tu te planques derrière cette ligne. Oui, je me planque dans les panières. Je me planque à la place des panières qui ont été rétrécies. Voilà. Je bloque la douche avec mes vêtements de travail de boulanger pour que quand le surveillant compte le nombre de détenus qui soient là, etc. Voilà. C'est-à-dire, comment ça Ça veut dire que le surveillant va compter. Tiens, il y a 1, 2, 3 détenus au chargement. Il regarde, il va dans les douches, il entend une douche qui coule, donc deux tu penses douches qui que coulent. tu laisses l'eau couler, L'eau couler, ouais, tu t'organises pour qu'on pense que tu es là. Voilà. Et pour lui, Gagner un peu de temps, toujours. Oui, voilà. Et puis après, j'ai un gars qui passe derrière, qui enlève ma tenue, qui enlève tout ça. Mais lui, au moment où le camion est parti, pour lui, il y avait 4 mecs à la douche, 4 mecs au chargement. Qui dit rien. Ouais, donc ils sont même persuadés que je suis resté dans l'établissement. Oui. Ils sont loin d'imaginer que je suis sorti de l'établissement. Ils vont mettre combien de temps à s'en rendre compte? Ben, ils vont mettre combien de temps? Quand je vais les appeler le samedi après-midi, parce que le samedi après-midi, je m'évade un samedi matin vers 10h. Et vers 14h, j'ai une de mes copines qui vient me voir au parloir. Et donc, le directeur lui met un gros coup de pression. Et quand elle rentre chez elle, elle est en pleurs et tout le truc. Mais moi, j'ai un contact direct là-bas. Et donc, elle m'explique ce qui s'est passé. Donc, j'appelle le directeur de la prison en lui disant, mais si tu crois que je vais revenir, t'as vu la Vierge?
T'as vu la Vierge, c'est pas parce que t'as fait des millions d'euros de travaux dans ta prison, et crois-moi, je vais pas revenir. Mais parce que du coup, quand ta copine arrive au parloir, on lui dit: «Ah bah non, il est pas là, maintenant tu vas nous dire où il est». Voilà, On lui met un dès petit coup de dans le pression. bureau du directeur, faut Ouais. qu'on vous parle, quoi. Mais après, ils sont tous les côtés. Pour eux, c'était impossible qu'un type s'en aille comme ça, quoi. Et du coup, donc tu t'es chargé dans le camion, tu pars Mmh. et quand est-ce que tu descends? Bah, je descends, je Bah, à la prends les 2 Fondeuil? vannes, je sors de Fresnes, de la route de Fresnes, et cetera, et sur la départementale qui rejoint, la maison de la santé, là, j'ai les motos qui suivent et tout, et là, je descends du camion, on lève la bâche du camion, c'est un camion bâché, je sors, je passe par-dessus les bannières, je lève la bâche et je descends, et là, je suis récupéré en moto, Par tes motards et puis c'est fait. je me rends, et voilà. Et là, du coup, tu repars en cavale? Ouais, là, je repars en cavale. Je repars en cavale, mais ça se passe plus ou moins bien, et j'entends un bruit comme quoi, en fait, mon arrestation va être violente. Va D'accord. être violente. Ça veut dire va être violente. En gros, je suis un peu blacklisté, quoi. Voilà. Alors, d'un côté, on t'a aidé, on t'a facilité la tâche, si Ouais. d'un autre, on veut te récupérer, de façon un peu Bah, plus. ouais, ouais, parce que je gêne. Parce qu'en fait, on m'a récupéré pour faire quelque chose, mais j'aurais peut-être pas dû revenir de ce que j'ai été faire, en fait. Donc tu l'as fait, tu Ouais. pars en ex-Yougoslavie Ouais. faire le boulot. Et je reviens. Tu dois faire quoi? Enfin, sans nous dire, mais Je vais rejoindre Arcane, un chef mafieux qui est là-bas, qui est un ancien de la DGSE, d'accord. et j'en parle dans un de mes livres, Ouais. c'est pas un secret, voilà, hein. Il y a un gros coup d'État qui est fait là-bas, il y a des grosses choses qui sont faites à Sarajevo et compagnie, et donc je reviens, mais personne s'attend à ce que je revienne. Tu pars combien de temps? 4 mois, D'accord. et personne s'attend à ce que je revienne. À la base, c'est un aller simple qu'on m'a payé. Oui, ils pensaient que tu allais. Jamais revenir, je peux pas revenir techniquement, je suis D'accord. revenu. Donc là, je m'organise grâce à des amis journalistes. Et je m'organise à rencontrer un patron de service de police en qui j'ai entièrement confiance. Mmh. Voilà. Et je lui dis, je serai là tel jour, à telle heure. Je Est-ce me que tu peux rends. m'arrêter? Est-ce Ouais. que tu peux m'arrêter? Est-ce que tu peux m'arrêter? Et En donc là, douceur. en douceur, voilà, j'étais en toute sécurité. Je savais que les gars qui m'arrêtent, voilà. Chez nous, il n'y aura aucune résistance sur rien. Et donc, je me fais arrêter comme ça, voilà. D'accord. Et Donc je savais qu'avec cette arrestation-là, je savais que j'allais être remis à Fresnes. Je savais que j'allais manger. Ça veut dire, quand je dis manger, j'ai pris 2 fois 45 jours de mitard, Ouais. arrosé à la lance à incendie régulièrement, parce que là, c'est pas un traitement de faveur, hein. Ouais. Quand on s'est évadé, C'est c'est quand barré, même, ouais. surtout à l'époque, on revient dans les années 94, donc Ouais. aussi, etc., hein. C'est un peu comme ce que des amis comme Redouane Faïd, par exemple, qui n'a jamais versé une goutte de sang, parce que je peux vous le dire qu'il n'a jamais versé une goutte de sang, voilà. Il n'a jamais tué personne, il s'est évadé plusieurs fois proprement, sans faire de blessés. On l'accuse de beaucoup de choses par rapport à son nom, mais il n'y a pas les preuves, etc. Il a été jugé à tort, et même sa condamnation actuelle à Redouane, elle est inhumaine, parce elle est plus que perpétuité. Donc, Tu dis que tu l'as croisé justement enfin pas croisé, mais non, mais tu l'as entreaperçu. ouais, alors en fait, j'en parle dans le livre, dans le dernier livre, parce qu'en fait, bon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, quelqu'un de très intelligent, et on a eu la chance, ouais, on va dire la chance, on a eu la chance de pouvoir repasser quelques semaines ensemble, collés côte à côte à l'isolement. Lui arrivé de Réau, il venait pour son jugement, donc son jugement en appel, où malheureusement il va prendre 25 ans alors qu'il aurait jamais dû prendre 25 ans. On continue à lui mettre le compte alors que C'est un peu comme tu disais toi, en plus, quand tu t'es évadé, le traitement est beaucoup. voilà, ouais, mais bon, Redouane, il s'en va, il fait sauter 5 portes à l'explosif de sa première évasion, à nul ce que d'un, il blesse personne. Mmh. Il blesse personne. Je veux dire, c'est quelqu'un qui travaille proprement. Et alors qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous croisez, Là, on se croise, il est sympa parce qu'il arrive de Réau, et il a plein de cantines. Les cantines, c'est des aliments qu'on peut acheter, donc des trucs que j'avais pas à Fresnes. Donc, il demande au gradé s'il peut me passer des trucs, il me prépare des plats. il te prépare quoi? Des pâtes, des choses comme ça, des pizzas, parce qu'il cuisine bien. C'est un mec c'était super sympa, super intelligent. Et on discute, mais lui il est dur comme du béton. Moi j'ai plus de peine pour lui et de mal pour lui, parce que moi, je sais que je vais m'en sortir. C'est des trucs, mais je lui dis, mais voilà. Et je sais que sur l'affaire où on lui a mis 25 ans, sur laquelle il va faire appel, je sais qu'il n'est même pas sur l'affaire. Je sais que dans cette affaire, malheureusement, attention, il y a eu la mort d'une policière municipale. Il y a quelqu'un qui a été condamné pour ça. Il y a quelqu'un qui a été condamné pour ça, qui s'appelle pas Redouane, hein. Il y a quelqu'un qui a été condamné pour ça, mais on lui fait payer quand même. Oui. On lui fait payer quand même.
Donc c'est voilà, Et et lui, ouais. peine accumulée, il prend plus que n'importe qui aurait pris perpétuité. Mmh. Il prend plus. Donc voilà, ouais, on parle de musique, on parle de nos enfants, on parle de ça. C'est quelqu'un qui garde la pêche. Et des rencontres comme ça, tu en as fait pas mal en prison? J'en ai fait pas mal en prison. En fait, en prison, sincèrement, je parle plus aux gens que je connais de dehors. Voilà. J'ai Oui. la chance de se connaître dehors. Donc après, dans les quartiers d'isolement, on se retrouve. Par exemple, à un moment, je me suis retrouvé avec Xavier Dugouin, l'ancien président du Conseil général de l'Essonne, Mmh. qui était quelqu'un que c'est mon département, l'Essonne. Oui, bien On sûr. était obligé de se Tu le connaissais? côtoyer, de se Mmh. connaître, d'avoir fait des choses ensemble. C'est moi qui vais l'accueillir. C'est moi qui vais l'accueillir. Et c'est d'ailleurs très drôle parce qu'en fait, quand Xavier Dubois vient, il est mis à l'isolement et il veut faire un état des lieux de sa cellule. Je dis, Xavier, on n'est pas dans les HLM. On n'est Non, mais pas dans c'est les on trucs. n'est pas une agence immobilière? Ouais, non, mais bon, parce que lui, c'est état des lieux, Mmh. on n'a qu'un politique, donc c'est quand même extraordinaire, quoi, Mmh. voilà. C'est extraordinaire. Et puis après, j'ai aussi retrouvé mon ami Pierre Falcone. Mais tu dis que ça, c'est une rencontre décisive parce que c'est lui qui t'a fait raccrocher d'une Ouais, certaine façon. alors comment ça se passe? En fait, j'apprends, moi, comment ça se passe? J'apprends que Pierre Falcone, par son juge d'instruction, qui est vraiment un crevard, hein, le juge, c'est Il faut rappeler juste qui est Pierre alors Falcone Pierre Falcone, C'est un c'est l'homme d'affaires de l'Angola, de l'Angola Gate. de l'Angola Gate, qu'on a accusé de beaucoup de choses et qui est rien. Donc l'Angola Gate, juste, c'est un scandale politico-financier qui implique un trafic, notamment un trafic d'armes. Alors, on peut parler de trafic d'armes, mais on peut parler, parce qu'on parle pas de trafic des médicaments, on parle pas d'alimentation en médicaments, d'alimentation en bouffe. Pierre Falcone, c'est quelqu'un qui a sauvé l'Angola. Ça passe par Voilà, les armes aussi. c'est un diplomate, Il y avait c'est un homme il y avait un d'affaires, c'est un peu un embargo. mélange. Il est dans le pétrole. Mmh. Il est dans le pétrole. Il a donné beaucoup. Il a donné beaucoup, beaucoup. La France, il y a de l'argent qui a transité par la France. La France, grand justicier, un juge qui se la joue et, et qui va poser beaucoup, beaucoup de problèmes et qui décide de se faire sa tête. Voilà. Et du coup, tu le croises en prison. Alors, non, D'abord, déjà, un, on se connaît. voilà. De deux, j'apprends je pensais qu'il était à la santé. Je pensais qu'il était à la santé. Et un jour, j'apprends en fait qu'il est à Fleury. Moi, je suis à l'isolement fonctionnaire et lui est dans un bâtiment normal. D'accord. Le monde en l'envers. Le Mmh. monde en l'envers. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et donc, en fait, son juge, voulant tellement le faire souffrir et lui faire la misère, l'avait mis dans un étage complètement normal. Donc, on va arriver à le faire monter à l'isolement. D'accord. Donc, il va monter avec nous à l'isolement et ça va être très drôle parce Parce qu'à que l'isolement, vous êtes plus protégé d'une certaine façon, c'est ça? protégé, on est C'est plus tu dis, tranquille. ouais, voilà. On est plus tranquille, mais on voit moins de monde. C'est plus difficile de se faire entrer des choses illégales ou autre chose. Enfin, je veux dire, il y a des avantages et des inconvénients. Mais il y a des gens qu'on met à l'isolement pour éviter qu'ils s'évadent, pour éviter qu'ils communiquent avec d'autres, etc. Mais bon. Et donc, en fait, à l'isolement, là, on a un très bon chef d'isolement. Mmh. Et qui va nous permettre de voir les gens qui peuvent s'entendre ensemble, Ouais. parce qu'on n'est pas là non plus pour casser l'humain. Je veux dire, on Mmh. n'est pas tout le temps là C'est ce pour que tu casser disais, l'humain. ouais. Là, en ce moment, bon, il y a certains, sur certains dossiers, ils amusent sur certaines personnes pour les casser, pour les détruire, etc. Parce que on en a fait les ennemis publics numéro un, alors que, voilà, je veux dire, c'est pas forcément le cas. Mmh. Hein, mais bon, et donc, en fait, on va se retrouver, Pierre Falcone, donc l'affaire de l'Angola, Xavier Dubin, président du Conseil général, sénateur, etc. Et moi, et donc ça va être le bon, la bête et le truand. Et à cette époque-là, j'ai écrit mon premier livre, Manu Gitan, mais j'ai pas d'ordinateur. Il faut se remettre, on est dans les années 2000. J'ai écrit à la main, j'écris en manu avec mes fautes d'orthographe, avec mon mauvais français. Et Pierre Falcone me donne des cours d'orthographe. Corrige. Oui, il me corrige avec Xavier Dubin, donc c'est extraordinaire. On est Mmh. en cours de promenade au soleil, assis par terre. Je suis avec un des multimillionnaires et enfin, grand du pétrole et un homme politique, et on est là sur le livre. Puis c'est surtout beau parce que le livre va sortir, en fait. Oui, oui. Va sortir. Il y en a plusieurs qui ont sorti. Ouais, il y en a plusieurs, mais Mmh. celui-là, en l'occurrence, va sortir. Et donc, on se promet des choses, même si Pierre Falcone se méfiait des hommes politiques comme Dubois. Ouais. C'était assez drôle. Bon, c'était le bon, la bête et le truand. Ouais. Quoi. On s'est fait appeler comme ça, quoi. Je veux dire, voilà. Et là, toi, tu lui promets Ouais, je lui dis, il de me dit, Pierrot, de rentrer dans le droit chemin. il me dit, il faut que t'arrêtes. Il me dit, il pensait qu'il était déjà mort 100 fois. Et bon, il adore l'Afrique, hein. Pierre Falcone, c'est aussi c'est un type extraordinaire. C'est quelqu'un qui est croyant, hein, qui est catholique, qui est croyant, etc. Et en fait, voilà, il me dit, il faut que tu arrêtes. J'aurais dû arrêter. J'étais reparti sur des choses. J'avais remonté un Luna Park avec des manèges, etc.
Mais en fait, c'est toujours un petit peu comme tout le monde, on a toujours quand même un petit peu des démons. On a quand Oui, même oui, ça te rattrape, ça finit toujours par te rattraper. ça te rattrape ou c'est les gens qui viennent te chercher parce Oui. qu'ils savent ce que tu fais. Et puis bon, comme après, je m'étais relancé en fait dans le recouvrement de créances. Alors on y vient, Voilà, justement. je m'étais Ouais, donc j'ai là, un peu changé de mais le recouvrement de créances, c'est aussi un peu les opérations un petit peu barbouzes parce que, quand une grosse société, prend une carotte, alors sur du matériel, ça va très vite. Par exemple, sur l'Afrique, moi, j'étais un peu détaché sur l'Afrique, ça va très vite. donc en 1 fait, 000 000 d'euros pour du matériel, c'est rien en Afrique. alors juste pour expliquer, c'est-à-dire que à un moment, tu vas décider effectivement de devenir, une sorte de justicier officieux. En tout cas, tu vas faire dans le recouvrement de dettes Oui, et ou justicier, certes, mais mon recouvrement de dette où je prends ma commission. oui, en fait, tu es un médiateur musclé, tu Oui. récupères l'argent que ceux qui t'embauchent ont perdu Mmh, et tu prends ta commission en tout à passant. fait. Oui, voilà, Voilà. d'accord et donc si tu vas en faire comme ça, Beaucoup de dossiers. beaucoup de dossiers, Beaucoup donc de c'est dossiers de quoi? C'est des particuliers, c'est des sociétés? C'est Avocats, quoi? particuliers, sociétés, ça tombe de tous les côtés. Ça D'accord. tombe de tous les côtés, mais bon, les gens mélangent tout, hein. Ça veut dire qu'il m'est même arrivé d'avoir des gars qui venaient, à mon bureau, heu, pour commanditer l'assassinat de sa femme qui me trompait ou l'amant, voilà. Je dis: «Attends, non, non, Ah, ça, tu pas? ah bah non, c'est pas mon métier, c'est pas je suis pas un tueur à gages». Donc c'est pour ça que Voilà, non, non, tu mais acceptes quand il y a vraiment des escroqueries, oui, voilà, c'était avec un dossier. Avec un dossier, on vérifie la teneur. Ça veut dire qu'on ne peut pas monter sur un dossier s'il n'y a pas, il y a pas des éléments. Mais souvent dans les escroqueries, l'argent est parti de la France. C'est des banques françaises on a quand même eu déjà un dossier. Ça veut dire que mmh, on a déjà essayé de faire des demandes légales, oui, officielles en tout cas officielles, tout à fait. et puis ça traîne, ça marche Ça marche pas pas, ça et marche donc pas. là, on fait appel à toi Voilà. et alors justement, on arrive à 2001, Ouais. l'année de l'enlèvement d'un Banque banquier suisse et donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a Alors, escroqué un coup alors, cette affaire-là, elle est très tu en as spéciale. écrit un livre d'ailleurs. Ouais, j'en ai écrit un livre qui s'appelle Voir Manu Gitan, Mémoire Voilà. d'un boyau justicier. En fait, cette affaire-là, comment elle commence? Bon, moi, je suis avec des cabinets d'avocats. Et un soir, j'ai un avocat qui me dit: «Ah, faut que je te parle d'un dossier, viens et tout, et cetera», à la porte d'Auteuil. Et donc je vais là-bas et il me dit: «Voilà, j'ai une fondation d'enfants autistes qui s'est fait détourner le capital de sa fondation», et 1,5 cetera. 000 quand même. Hein? 1,5 million. Oui, 1,7, Ouais, oui, bon, c'est quand même une grosse oui, somme. grosse somme, voilà, grosse somme. Et alors moi, j'ai pas trop de culture non plus. La culture, je l'ai fait au fur et à mesure de ma vie. Oui, Donc en 2001, j'ai pas la culture que j'ai 25 ans tu es un aujourd'hui après, voilà. autodidacte, ouais. Je suis autodidacte et donc en fait, concrètement, quand il me dit enfant Tu autiste, sais pas ce que c'est. je sais pas ce que c'est. Mmh. Je sais pas ce que c'est. Et moi, comme je suis un gars naturel, c'est-à-dire le soir, quand je suis avec mes amis, qui sont restaurateurs, qui sont tout ça, Tu leur en parles? il me dit: «Qu'est-ce que ça veut?» «Oh, j'avais un rendez-vous là pour un dossier, il y a 1,5 million ou 1,7 million à récupérer, pour une association, je vais kidnapper le mec ensuite, je vais regarder, je parle comme ça aux gens parce que Mmh. c'est pas ces gens-là qui vont me balancer. Oui, bien sûr. C'est des gens Mais du coup, comment tu et là décides? j'apprends que c'est des enfants autistes, que c'est des enfants handicapés. On t'explique ce que Ah c'est, oui, il y a un que médecin qui est là, il y a l'autisme il y a un pote médecin qui est là. et là, ça te révolte. Ah, j'étais sérieux. Là, tu en fais Oui. presque une affaire personnelle finalement. Ouais, 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 Ouais. ouais, ouais. Et généralement, je rencontre pas trop de clients. C'est l'avocat que je vois. Ouais. Mais les clients sont du Val-de-Marne et ça va se passer, ben, comme ça aurait peut-être pas dû se passer forcément. Je vais rencontrer les gens, ils sont à côté, je les vois, Tu ne vous sympathises. inquiétez pas, j'ai un autre dossier sur Genève, je vais le gérer en même temps. Mais tu leur dis C'est pas que les tu o vas l'enlever le mec? Non, mais je leur dis, je fais ça de façon caritative, vous me devez rien, Pro je bono, vais ouais. vous récupérer, machin et tout. Bon, eux étaient très énervés, très remontés après eux. J'ai dit: «Je vais le bousculer un petit peu». «Oui, bon, c'est pas grave, machin, et cetera, voilà. Et donc là, Donc à tu ce décides moment de monter un enlèvement. ouais, à ce moment-là, je rentre en relation avec la banque au départ. Parce que c'est J'entre, un banquier donc? c'est des banquiers qui sont en Suisse, à Bâle et donc Suisse allemande. Et donc là, je rentre en relation avec eux, en leur disant qu'il faut qu'ils payent. Voilà, donc c'est l'association d'enfants Tu handicapés. le fais gentiment d'abord. Oui, oui, très bien. Mmh. Et là, ils m'expliquent qu'eux, ils sont avec la mafia, qu'ils vont s'occuper des médecins, qu'ils vont ceci, cela, et cetera. Donc Ah, il voilà. menace? Ah oui, menace carrément, direct, mais à l'aise direct. Donc là, bon, je m'excuse de les avoir dérangés, on a peur, on va laisser tomber, il y a pas de problème. Et là, je rattaque sur un deuxième réseau où là, j'y vais en leur disant: «Voilà, je suis brasseur, voilà, je suis monsieur untel, je suis brasseur, je viens de vendre des brasseries à Paris, j'ai de l'argent à placer, Tu te fais on va passer parler de pour un vos pigeon produits». quoi. Voilà, tout à fait, voilà.
Et là, je le fais venir en France. Tu le fais, donc tu le fais venir pour un rendez-vous. Chercher l'argent carrément pour Chercher faire tout l'argent. par téléphone, par mail, Donc par le mec machin. pense qu'il arrive avec ses Ah, petites il arrive avec ses valises. gardes du corps et ses valises, Voilà. il est sûr de prendre l'oseille. Et là, tu te fais passer, parce que c'est ça qui est dingue, Ouais. tu te fais passer pour un magicien. Je sais pas comment l'idée me vient en vérité. On est en 2000, on est dans les années 2000, et je me dis bon, lui, je vais le prendre dans une suite dans un hôtel. Et il faut que je le ressorte dans une boîte. Je sais pas combien de temps je vais le garder. Combien de Oui, temps parce ça va qu'en fait, durer. tu le convoques, si j'ose dire, enfin, Mmh. tu organises ce rendez-vous dans une suite d'un grand hôtel Orly. parisien. Ouais, Orly, Voilà. Orly. Et le problème, c'est que là, tu vas l'enlever dans la suite, Et je vais mais pas le garder. il faut le sortir. Voilà, j'ai un endroit où je vais le garder après. J'ai un immeuble où je fais Voilà. un squat qu'on devait vider. On avait un immeuble qui était à nous, qui était vide. Et donc, je dis, bon, je vais le sortir dans une boîte à magie. Donc, on est en 2000. Je fais faire un bel adhésif Magie 2000. Je fais une boîte. Je fais une belle boîte à roulettes. Ouais. Je fais une belle boîte à roulettes de magie. On est en 3/4. On est en chapeau. Je réserve à l'hôtel. Magie 2000. Je réserve une suite. Les gens, ah, vous nous ferez un tour? Oui, bien sûr, on fera un tour. Tu vas faire le tour, quoi. Tac, tac, et voilà. Là-dessus, le gars arrive en début d'après-midi, il m'appelle, il me dit, je suis là, je lui ai donné le numéro de la suite, donc il appelle l'hôtel. L'hôtel m'appelle à la suite, oui, monsieur Chantal, et monsieur, je descends, bon là, j'ai pas la veste de magicien, enfin, j'ai pas ma longue veste, mon chapeau, etc. Il s'appelait Raymond Schmitt, c'est son nom dans le livre, de toute façon, c'est son vrai nom. Là, le gars, je l'invite à monter, bim boum, il rentre dans la suite, et bim boum, bim boum. On le scotch à direct, donc pas de temps, on sait pourquoi il est là, c'est un escroc, hein. On le scotch, on le met dans la boîte, et je dis, écoute, voilà, il y a deux solutions. Soit c'est ton cercueil, voilà, soit c'est la boîte avec laquelle tu vas sortir. On le sort comme ça, il crie pas, il s'inquiète pas. Voilà, il était tellement tétanisé. Je le charge dans un camion de Mercedes, tac tac. Personne fait attention. En fait, tu passes dans le hall avec. Ah, je passe devant l'eau, je passe devant ses gardes du corps, je passe devant tout le monde, il n'y a personne qui voit rien. Ouais. Voilà, tac, tac. Et là, tu Je le charge dans un camion et je l'emmène dans un hôtel particulier où on avait. Et là, je l'attache au radiateur. Et là, je dis, mon pépère, il va falloir payer. Et il veut pas. Bah, ils vont mettre un peu de temps, c'est un peu compliqué. Ils vont essayer de gagner du temps, ils vont essayer. Et là, je travaille un peu à la méthode pour un peu noyer la police, notre CRB qui est extraordinaire. C'est super. Parce qu'à un moment, ils vont se rendre compte quand même que l'Office central de répression du banditisme, qui est vraiment une super équipe, hein, voilà. Et donc là, en fait, à un moment, je prends sa carte bleue à l'otage, je fais une triplette de carte bleue. Donc, je fais passer une carte bleue, je la prends 3 fois. Je fais passer une carte bleue à midi, par exemple, à Paris. J'ai un pote qui en a, j'envoie la carte bleue la veille à Lyon. À Lyon, elle passe à midi et demi. Donc là, je fais un. Plus, quoi. Ça plus, rien du tout. Donc, je vais le garder 6 jours. Mais le 6e jour, je vais me rendre parce qu'ils ont atterri chez les médecins, chez les présidents de l'association. Qui l'OCRB. Ouais. Tu le fous dans la boîte à magie. Ouais. On le shoot, ça veut dire, bon, déjà on le traumatise, hein, ça veut dire que, en fait, il faut savoir que quand on prend un otage, au moment où on va le prendre, c'est là où il faut vraiment taper très dur, mais pas forcément physiquement, et que l'onde de choc soit très très forte. Voilà. Pour qu'il soit à ta merci. Qu'ils comprennent qu'il est mort. Il faut pas qu'il. Donc ça veut dire là, en l'occurrence, quand il arrive, on le jette sur le lit qui est sur Tout le de lit. suite, vous lui laissez pas le temps de. Je le jette sur le lit et je le scotche. Moi, je suis un spécialiste du scotch. Les mains dans le dos, le truc, le machin. Et je lui dis, voilà, écoute, il y a 2 solutions. Soit je te bâillonne et ça va être compliqué. Je vais te mettre dans la boîte. Soit tu ouvres ta gueule, c'est ton cercueil. Ou soit tu sors gentiment et tout va bien se passer. Pour pas qu'il crie. N'importe quoi. Mais bon, voilà, s'il crie, voilà, bon, je veux dire. Mais on saurait plus. S'il crie, je fais le ventriloque. Hein, je veux dire, je suis assez. Si je crie, je fais le ventriloque devant les filles. Au secours, lumière et voir. Enfin, je veux dire, voilà, mais bon. Le problème, c'est qu'il a quand même des gardes du corps qui l'attendent à la sortie. Ouais. Et comment tu fais pour sortir de la chambre d'hôtel avec cette boîte à magie et sans que les gardes du corps se disent tiens, c'est bizarre. Boîte à magie 2000, il y a les autocollants, il y a tout. Oui, d'accord, mais ils se disent pas où est mon patron? Bah non, mais ils ne me reconnaissent pas. Déjà, ils m'ont vu descendre en costume comme ça. Je redescends les cheveux longs, un chapeau, un machin. Je veux dire, voilà, c'est toujours le grimage, hein, toujours le grimage qui fait que, voilà. Et donc là, tu passes avec ta boîte devant tout le monde. Ah, tranquille. À ce soir, les filles, on vous fera un tour, si vous êtes sage, on vous fera un tour. Tu te permets tu payes le luxe de présenter. J'ai toujours l'humour. L'humour est une arme. Et plus ça paraît gros, meilleur c'est. Plus ça passe. Voilà, plus ça passe. Et donc là, direction d'hôtel particulier. Direction l'hôtel particulier qu'on a à Vincennes. J'arrive là, je l'attache je vais préparer un lit, un machin. Je l'attache avec une chaîne, des cadenas, et je dis voilà. Je dis maintenant, on va appeler ton patron, on va appeler ta femme pour la rassurer. Il va rien t'arriver si
Si tu coopères. Si tu coopères et si tu rends l'argent, etc. C'est pas moi, c'est lui. C'est toi qui as pris l'oseille. On est au courant, ceci, cela, voilà. Ça va durer 6 jours la transaction. Je vais noyer le poisson à droite à gauche. Je vais même rencontrer des gars de l'OCRB pendant l'enquête. Parce que souvent, quand il y a des kidnappings, ils me demandent, ils m'appellent. C'est toi. Police, ah, ça m'a dit, ouais, t'es où? Bah, je suis à Paris, pourquoi? On peut se voir. Je dis, pourquoi il y a un problème? Non, ça nous ferait plaisir. Bon, ok, d'accord, voilà. Donc c'était. Tu connais le jeu. Voilà, parce qu'il y a un respect. Je dirais, il y a un respect. Et donc, voilà. Et Peut-être tu brouilles un peu les pistes avec des cartes bleues. Ouais, ça veut dire que je prends la carte bleue du gars, que je fais en triplette, je la fais passer à Lyon, à Marseille à 1 heure d'intervalle. Donc ils ne savent pas où il est. Personne ne sait où il est, il n'y a pas d'écoute téléphonique. Je fais attention avec des écoutes téléphoniques, des opérateurs, etc. Voilà. Et le 6e jour, parce que pourquoi 6 jours? Parce que tu connais le code pénal. Voilà, parce que le 7e jour, on est en procédure criminelle d'assises, où là, la peine est beaucoup plus lourde et très importante. 6 jours, ça reste la correctionnelle. Donc j'avais dit, si le 6e jour, ils n'ont pas payé, il faudra trouver une solution, on le libérera. Mais là, bon, j'ai compris qu'ils sont remontés jusqu'au cabinet médical des 2 présidents de l'association. C'est-à-dire de tes clients? De mes collègues. Ça y est, ils ont compris que c'était eux les commanditaires. Les commanditaires, voilà. Et donc, je décide d'aller là-bas leur sauver la vie, mais je donne un plan de travail en disant, voilà, à minuit, vous allez le laisser là, etc., etc. Parce que toi, du coup, tu te rends chez tes clients. En sachant que je vais me faire aider. Voilà, en sachant très bien que les flics sont là-bas. Voilà. Tu vas te faire arrêter. Mais je prévois tout en disant, voilà, à minuit, vous partirez, vous le laisserez à tel endroit, à telle heure, etc., 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 etc. Moi, je gère de la garde à vue, qu'est-ce qui va se passer? Mais alors, du coup, toi, en garde à vue, tu dis quoi? En garde à vue, au début, je dis, voilà, mais il faut qu'il paye. Je le ferai libérer quand vous me donnez un téléphone. Et dès qu'ils ont fait le virement à l'association, je le libère. Et alors? Et ben donc, ils veulent pas faire le virement, ben, je ne libère pas. Et donc là, il y a le patron de l'OCRB qui est là, et qui fait un peu de cinéma, etc. J'ai dit, de toute façon, écoute, ça va être très simple. L'heure de la mort, j'ai un alibi, je suis avec toi. Ça fait maintenant 3 heures que je suis avec toi. S'il meurt à 19 heures, je suis avec toi. Ouais. Donc il n'y a pas de problème. On va commencer un petit peu à négocier comme ça. Et je vais les emmener sur un tuyau percé à 10h30, à 22h30, 23h pour monter la pression. Je les emmène sur un hôtel dans le 91 en leur disant ils doivent être là. Ils déplacent tout un dispositif, il n'y a personne. Et je les envoie à l'heure précise, à minuit et demi, sur le 2e dispositif dans le Val-de-Marne. En disant, écoute, il n'y a que ça que je peux te donner, voilà. En disant attention, s'il y a l'Albanais, c'est le plus dangereux, l'Albanais, c'est un de mes binômes. Et en fait, ils vont voir un Albanais arriver avec une sacoche, etc., à côté de la Mercedes, de la fameuse Mercedes. On avait pris une voiture sur place, hein, la voiture de banquier, on l'avait pris. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils vont interpeller et fracasser l'Albanais, mais c'est l'otage. En fait, c'est l'otage. C'est l'otage. Voilà. D'accord. Et alors, au final? Alors, au final de ça. Est-ce qu'il a rendu l'argent? Non, c'était très très long. Il n'a pas rendu l'argent. Il a porté plainte? Oui, il a porté plainte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette affaire-là, il y a un vice de procédure où il n'a pas demandé à la France une demande d'entraide internationale, parce que ça se passait dans 2 pays, entre la Suisse et la puisque tu enlèves un Mais peu. comme le banquier suisse habitait aussi en France, la Suisse, qui était très mal à l'aise avec le dossier, a refilé le bébé à la France. Mais le juge d'instruction, qui n'a pas tout à fait bien compris, c'était un peu compliqué, c'était une des premières qui arrivait, et que en 2020, le juge d'application le juge des libertés venait juste de se mettre en place. Il y avait une nouvelle mesure de justice qui était un petit peu compliquée pour eux à mettre en place. Et donc, en fait, la France a travaillé sans commission rogatoire. Mais ça, je le comprends à la 20e heure de garde à vue. Je l'ai compris, mais j'ai la garantie des avocats à la 20e heure de garde à vue. Donc, quoi qu'il arrive, il y a le nouveau juge de la liberté et de la détention qui vient d'être mis là. Et je sais qu'il ne pourra pas faire autrement. Et même s'il prenait une décision inverse, je ferai appel, je sortirai. Oui, tu vas sortir quoi qu'il arrive. Je vais sortir quoi qu'il arrive. Et donc, c'est ce qui va se passer. Donc, tu vas faire combien à peu près? Je vais faire 40 heures de garde à vue. Et à 3h du matin ou 3h30 du matin, je vais être libéré du parquet de Créteil, libre de tout. Et tu seras condamné après? Alors, il va y avoir toute une instruction à laquelle je vais répondre. Parce que ça, c'est important et c'est ce que je conseille aussi à tout le monde. Quand il y a une instruction, c'est d'y tenir, de toujours répondre aux convocations qu'on vous donne, etc. Parce que la justice, à partir du moment où on ne vous trouve pas, mandat d'arrêt. On peut se faire arrêter à n'importe quel moment. On peut se faire arrêter et c'est pas le bon jour parce qu'on est chargé en argent ou en armes ou on est avec ses enfants à l'aéroport ou autre chose. Donc, il faut toujours répondre à une convocation. Et je dis toujours, je me répète,
le passé nous rattrape toujours, Mmh. quoi qu'il arrive. Donc voilà. Donc vaut mieux l'assumer à un moment ou à un autre. Des fois on n'est pas prêt, des fois on est prêt, etc. Et donc je vais être mis sous double contrôle judiciaire. Je vais avoir interdiction de porter une arme, je vais avoir des Truc très suivis psychiatriques parce que très je les lâche encadré. pas, etc. Très, très encadré. Et donc, je vais aller au jugement 2 ou 3 ans après, Mmh. à Créteil, Mmh. où là, ça va très, très moyennement bien se passer, Mmh. parce que là, tout le monde me demande où sont mes associés. Et tu veux balancer personne. Je balance personne comme d'habitude. Je leur dis que mes associés sont chez eux et que si moi, ce soir, je dors en prison, c'est pas la peine qu'eux rentrent chez eux. Mmh. Donc, ils prennent ça pour des menaces. Mmh. Ce qu'il en était, ce qu'il en était. Et j'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais bon, ça faisait partie de ma personnalité, Ça va pas leur plaire, j'imagine. ça faisait partie de mon jeu de rôle. Et là, il va se passer quelque chose d'assez rare, mais qui m'est souvent arrivé dans ma carrière quand même, c'est d'arriver à énerver la justice. Oui, parce que souvent tu es très respectueux, Ah, tu toujours, je suis ouais. très respectueux, mais bon, j'ai un jeu de mots, j'ai du Mmh. verbe, j'ai une expérience. Avant d'aller à un jugement, je m'entraîne avec les avocats. Mmh. Ça veut dire que mes avocats m'entraînent, font le rôle du procureur, Oui, l'autre oui. avocat fait ça. Fait du théâtre. Bien sûr. Un jugement, c'est du théâtre. Et donc, je vais emmener un peu la cour dans ses retranchements. Ils en ont marre de voir ma tronche, quoi. Ils se Mmh. disent, le mec, mais en plus, on sait qu'il kidnappe régulièrement des gens. Il y a un dossier qui pète. Il est là, le dossier. La presse traite Robin des Bois, le justicier. Oui, il Il passe presque défend une pour un mec fondation. bien. Il défend une Ouais. fondation d'enfants handicapés. Il a sorti un livre. Il verse ses droits d'auteur aux enfants handicapés. Mais il nous emmerde, celui-là. Il Mmh. nous emmerde, quoi. Je Oui, veux parce dire. que ce qu'il faut dire, c'est que souvent quand tu fais des recouvrements un peu musclés avec des enlèvements, les gens comme c'est des escrocs, ils portent pas plainte. peuvent Donc tu es Et tranquille, puis, j'ai des si mis. j'ose dire. J'ai des billes parce que Oui, tout est oui. filmé. Le mec qui porte plainte, il a intérêt à avoir les reins solides. Mmh. Comme là, on va voir la suite du programme. Mmh. Mais bon, il a intérêt à avoir les reins solides, le gars. Et du coup là, donc tu les pousses un peu dans leur retranchement. Dans les retranchements. Et donc, ils me mettent 5 ans ferme. Mmh. Voilà. Je leur dis, écoutez, moi, je vais faire appel de cette décision devant le tribunal. Donc, c'est pas la peine de me mettre un mandat d'arrêt. Je vais faire appel. Je me suis toujours présenté à toutes les audiences. Donc, ça tenait la route. D'accord. Le président était quand même un petit peu aussi de se dire, le mec, il est quand même un peu dangereux, il est quand même un peu barjot. Il a été 2 fois en Suisse, il les a kidnappés, il est quand même un peu bon. Prêt à tout quoi. Voilà. Tête brûlée. Je jouais aussi ce rôle-là. Hein. Mmh. J'aurais pas forcément fait de mal, je jouais ce rôle-là. Mais bon, voilà, c'était une époque. Hein. Faut remettre ça dans l'époque, il y a 20 ans. Faut tout remettre dans l'époque. Et donc, il me dit, de toute façon, je sais pas pourquoi cette parole lui sort. Et il me dit, de toute façon, je vais m'arranger pour qu'en appel, vous preniez plus encore que ce que je vous ai mis là. Et là, je sais pas d'où cette énergie me vient une fois de plus. Je me dis, mais je pensais que la cour d'appel de Paris était complètement indépendante du tribunal d'instance de première instance. Mmh. Et là, tous les avocats, mais comme ça, hein, tous les avocats applaudissent, quoi. Les journalistes applaudissent. Hein, bon, voilà. Donc ça se passe comme ça. Et donc, je suis pas arrêté à la barre, je sors libre. Imagine la fête un petit peu. Faut tout remettre dans ce contexte où il y a 500 ans de prison qui est dans la salle, des potes à moi, il y a des avocats, il y a des potes flics, il y a des journalistes, il y a tout le monde. On est dans une affaire de kidnapping avec des enfants autistes. Il y a eu le livre, il y a eu la médiatisation, il y a eu beaucoup de choses. Oui, oui. Voilà, on est quand même dans quelque chose. On en parle beaucoup. Voilà, on en parle beaucoup. Et donc, je suis convoqué 4 mois après à la cour d'appel de Paris. Donc là, j'arrive avec mon sac de sport parce que la cour Parce que d'appel, tu vas... la cour d'appel pouvait me mettre en détention en attendant le jugement. Mmh. Et là, quand j'arrive, je tombe sur un président extraordinaire. Il me dit, mais monsieur Callier, vous êtes venu avec un sac de sport. J'ai dit, écoutez, le tribunal de Créteil m'a dit qu'il allait s'organiser pour me mettre une peine exemplaire chez vous. J'ai l'impression que c'est eux qui vous dirigent. Je fais comme ça, à la one again, hein, voilà. Et donc, je suis venu avec mon sac de sport. À l'époque, je fumais des cigarettes. Donc, j'ai pris une cartouche de cigarettes pour que la première semaine soit pas trop dure, etc. Il me dit, non, mais vous êtes venu, c'est pas la peine. Vous n'allez pas aller en prison ce soir, je vous rassure. Je vous remercie d'être venu. Vous allez répondre à mes questions. On va fixer une date ensemble avec nos avocats, etc., etc. Et je repars libre de la maison. C'est lourd de savoir que tu as 5 ans sur la tête. Bien sûr. Tu Voire rentres, plus. tu vas, voilà. Donc voilà. Donc là, tu es convoqué 4 mois plus tard. 4 mois plus tard, je reviens avec mon sac de sport, parce que je pensais y aller, là, j'ai dit quand même, voilà. Et là, le président me dit, mais vous êtes vraiment, carrément, il me rentre dedans comme ça, etc., tout. Et là, en fait, il va faire le procès il va commencer à faire le procès du banquier, en fait, plutôt que le mien. Et il va dire, la seule pièce à conviction que j'ai, il va sortir le livre, donc Manu Giton, le livre que j'ai écrit à l'époque. Génial. C'est une pièce à conviction. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi que
il y a eu la loi Perben qui t'interdisait d'écrire un livre tant que tu n'étais pas fini, tant que ton affaire n'était pas finie. Jugé. Non, non, pas tant que c'est pas jugé. Tant que l'affaire était en procédure, etc. Oui, c'est etc. ça. Ouais. Mais moi, comme j'étais présumé innocent, ils avaient essayé de m'interdire le livre, mais ils ne l'avaient pas vu parce que comme j'étais présumé innocent, Manuel Giton avait le droit d'être vendu et d'être sorti. Oui, parce que tu l'avais. Oui, J'étais sorti avant le jugement. Oui. Tant que je ne suis pas jugé, je suis présumé innocent. Si par exemple j'avais été jugé et j'avais 5 ans de sursis mis à l'épreuve, pendant ces 5 ans, je n'aurais pas pu sortir le livre. Comme celui-là, comme Kidnapping en direct, que je viens de sortir. J'ai mis du temps à le sortir à cause de ça. Oui. Et donc, en fait, je vais plaider. Il va me demander de lui dédicacer le président, hein, de lui dédicacer le livre. Il me dit, je l'ai dans le dossier, mais il ne m'a pas été dédicacé, j'en suis un peu navré, etc. J'ai dit, écoutez, monsieur le président, hein. Donc je m'approche à la barre, je lui fais une dédicace, je lui demande son prénom. Hein, c'est un sketch. Hein, Bah oui, c'est dingue. Voilà. Et il se retire pour délibérer. Et là, je dis à l'avocat, je me tire. Tu te tires, tu voulais partir en cavale? Bah, je me tire. Souvent, voilà. Je veux dire, quand même, le mec, jusqu'où il va aller, jusqu'où il peut aller, en fait. Et alors? Je me dis, voilà. Et je reviens, mais j'ai cru que j'avais mal compris. Et le président me dit, bon, monsieur Calvé, je vous condamne à 5 ans de sursis. Je dis, excusez-moi, monsieur le président, j'ai pas bien compris. Il dit, oui, je vous condamne à 5 ans de sursis. Ne faites pas de bêtises pendant ces 5 ans-là. Tenez-vous à carreau. Vous avez réussi votre réinsertion, etc. Pas mal. Donc là, quand même, quand je sors de la cour à Paris, je suis au bar de Palais avec les avocats, je t'es scotché. Je me dis, il y a une justice quand même. Ouais. Je veux dire, il y a une bonne étoile. Donc, il te demande de plus faire de conneries pendant ces 5 ans. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais alors? Bah, je vais partir en Afrique. Tu continues tes recouvrements? Ouais, oui. Ça, bon, ça c'est. Je vais dire, c'était un peu un boulot de. J'allais chercher aussi des œuvres d'art pour les compagnies d'assurance. Je négociais entre les gens qui avaient volé les œuvres d'art pour les remboursements, les choses comme ça. J'étais un peu dans la barbouzerie, dans des trucs, voilà, dans des. Oui, tu continues à faire du recouvrement, voilà. Oui. Par exemple, du matériel qui était pris en Mauritanie pour des gros groupes ou des choses comme ça. Il y avait des négociations à faire. J'étais très implanté en Afrique. Je faisais des ouvertures de marché pour des sociétés, des choses comme ça. Et donc là, pendant quelques années, là, un bon moment, tu vas te. Je me tiens. Tu te tiens à carreau. Je suis en Afrique, mais je suis pas en cavale. Oui, oui, exactement. Ouais, non, mais je suis en cavale de ce que la France m'accuse. Mais à la base, je peux rester 20 ans en Afrique. Jamais ils doivent venir me chercher. Mais du coup, ils vont quand même venir me chercher. Et moi, ils vont venir me chercher, puis ils vont me mettre en prison. Je vais faire les fameux 1 an. Après Manu Giton, je suis rangé, je fais du recouvrement. Et puis alors là, on arrive en 2017. Alors on arrive déjà en 2013 quand je suis rentré d'Afrique. C'est l'occasion de. Enfin voilà, c'est pour ça qu'on t'a aussi invité, c'est parce que tu sors un livre qui s'appelle Kidnapping en direct. Tout à fait. Et qui raconte cette affaire de 2017. Alors en 2017, je suis complètement inséré. Je fais office de DRH des temps modernes dans une société de grande distribution où on a 5 magasins, 120 salariés, où il y a des acteurs. Tout est vrai. Hein, je veux dire, ça veut dire, j'ai écrit le livre avec le cœur. Les noms des personnes ne sont pas changés. J'ai changé quelques noms de magasins, de choses pour pas qu'il y ait de problème. De problèmes avec les gens, etc. En gros, je travaille sur les marchés. Non, déjà au départ, je suis DRH. Au départ, je suis DRH en moderne chez Centracor, voilà. Après, je vais aussi travailler maintenant sur les marchés, voilà. Mais à l'époque, je suis DRH chez Centracor. Tu es en couple, c'est là où tu as ta J'ai un couple, j'ai ma fille Alia qui vient. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Et dans le cadre de ce qui se passe dans la grande distribution, je vais rencontrer l'ami d'un des patrons de la boîte qui a des problèmes et qui s'est fait escroquer. Alors lui, il s'est fait escroquer de 140 000 euros. Ouais, 140, 150 000 euros, sa femme aussi. Par un mec qui lui a dit, en gros, tu vas avoir un rendement de 3% par mois, c'est exceptionnel. Voilà, c'est exceptionnel. Et donc, il est ruiné, le mec. Et le gars de l'argent, l'histoire est vraie, l'argent part d'un compte français de la Société Générale. Tout est vrai, il y a un dossier, il y a eu des plaintes qui ont été portées. Ça donne rien. On essaye avec les avocats à l'amiable. Ça donne rien. Il a vendu sa maison, il a partagé avec sa femme, il a même placé l'argent de sa femme de façon à ce qu'elle ait une rente. Il se fait tout voler. Il a plus rien. Il se fait tout voler. Donc les gens partent dans la nature, il m'explique son histoire. Là, je me suis dit, c'est des escrocs.
ça risque rien, je vais régler ça comme ça. Chasse Ça, au naturel. ouais, mais je me suis dit, ça devrait pas monter, ça devrait pas prendre une puissance, voilà. Enfin, tu te doutais que tu allais l'enlever quand même, ce mec, ou tu espérais le faire différemment, les choses. Benjamin, je dis, bon, le premier intermédiaire de l'affaire, on va le retrouver, il est au Maroc. On part au Maroc. Donc ça, on va c'est voir un le des mec. complices. Oui. Et Ouais, un des donc, complices. tu pars au Maroc. Je pars au Maroc pour le retrouver, je retrouve ce type-là au Maroc, et je lui dis, voilà, il me dit, moi, j'ai rien à voir, moi, je me suis fait avoir par les autres, etc. Donc, je suis pas de problème, donc tu vas nous servir à remonter les autres. D'intermédiaire. Donc, tu vas envoyer un mail en disant ceci, cela, comme quoi tu as un mec belge qui est bourré d'oseille, qui veut placer de l'argent, etc. Mon système, il est rodé, en fait. Toujours la même chose. À partir du moment où je cherche un escroc, je me fais passer pour un pigeon qui veut placer de l'argent. Voilà. Mais là, sur ce dossier-là, qui est tellement transparent, dans le sens que l'argent est venu de France, c'est la vente d'une maison. Oui, il y a beaucoup de traces. Beaucoup de traces, des plaintes sont déjà portées. Je dis, je filme tout de A à Z. Et là, le mec, une fois, je fais les rendez-vous avec lui, je fais les trucs, il va vouloir m'escroquer, il va vouloir tout ci, il va vouloir cela, je vais trouver le fils, le père, le truc et tout. Oui, tu voulais le faire en caméra cachée pour prouver, démonter leur, Voilà, démonter leur le truc système. et leur dire, voilà, c'est simple, les gars, voilà, j'ai ça, vous payez, on n'en parle plus, ou j'explose ça dans une émission télé. En gros, ça doit se passer comme ça. Et donc, en fait, ce que tu fais, c'est qu'une fois de plus, tu convoques ce monsieur qui envoie son fils. Ouais, qui vient pour venir chercher 600 000 euros. 600 000 euros. Il arrive avec un guide sacoche, etc. Et, toujours dans un hôtel alors, dans un appartement privé, dans un Airbnb que j'avais loué, mais avant, je fais un rendez-vous en Belgique parce que je les emmène intelligemment. Le fils, je le fais venir en Belgique, je lui demande d'avoir ses bureaux, il m'emmène dans un Tony, dans un machin. Ça veut dire, toi, tu vends du rêve. je le fais rêver. Au début, je dois placer 150 000 euros, mais comme il doit 600 000 euros en tout, je me dis autant qu'il arrive avec des chèques de 150 000 euros, les chèques qu'on va retrouver dans le livre, hein, les chèques qu'on va retrouver dans le livre. Et donc voilà, je le piège comme ça. Et le mec, il arrive, la gueule enfarinée, en étant persuadé de venir chercher 600 000 euros avec sa petite sacoche Adidas. Seul problème, ça se passe pas comme ça. Non, là, il se fait recevoir. Bing boum, voilà, bing boum, un petit coup de calibre sur la tête quand même pour le sécher. Police, je l'arrête comme si c'était une intervention de police. Je le scotche, je l'assois et je dis là. Et ce qui est dingue, c'est qu'on a les images. Ah, on va ouais, montrer. images. Alors pour ceux qui nous regardent sur YouTube, ils peuvent voir les images. Ouais, tout a été filmé. Et donc, on voit ce mec, à une fois de plus saucissonné, tout. allongé sur son. Alors c'est assez calme, hein. Il n'y a pas de oui, diffusion de cris. Non, quand je l'interpelle, je fais police de façon à ce que c'est mieux. Je veux dire que le mec il n'ait pas peur, qu'il pense pas. Oui, voilà. oui. Pour lui, se faire arrêter par la police, qu'il est dans une escroquerie, je sais qu'il est dans une Oui, escroquerie. donc il peut tomber. Bon, après, quand il voit que je le scotche, il dit, tiens, ils n'ont pas de menottes, il est scotché. Bizarre les. Après, je le rassois, on voit que je lui fais fumer sa petite cigarette, De l'eau, je lui donne son verre d'eau, Ouais. et je lui dis, voilà, comment on va régler les histoires. Donc voilà, donc à la base, ça va durer une petite heure. Il me fait des chèques de 50 000 euros, des chèques de 150 000 euros. On a eu son père qui est en République dominicaine. Les chèques doivent être Il encaissés. appelle papa, il y a un problème. Ah oui, il y a un gros problème. Ouais, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. On va pas arnaquer 600 000 euros. On va on vient payer ce qu'on doit. On vient payer ce qu'on doit. On vient payer ce qu'on doit. Et donc, dans cette affaire-là, qu'est-ce qui se passe? Je fais une clé USB de tout, parce que tout a été filmé, le rendez-vous en Belgique, le rendez-vous au Maroc, tout a été filmé. Et donc, je transmets donc à la personne qui s'est fait voler son argent, Alain, qui s'est fait voler son argent, je lui donne une clé USB et je lui dis, si la police vient t'arrêter, tu donnes la clé USB, tu dis c'est Manu Gitan. Tu perds même pas de temps. Oui. T'arrêtes pas, voilà. Comme d'habitude, Comme d'habitude, j'assume, voilà. Et sur les vidéos, il y a que moi qui suis à visage découvert. Tout le monde est grimé, etc. Voilà. Donc tu le gardes combien de temps, lui? 50 minutes, 1 heure, voilà. Tranquille. Donc il te signe tes petits chèques. Il signe les chèques, on s'est mis d'accord. Merci. Je dois mettre les chèques à la banque, voilà. Mais il va tellement avoir peur. Parce que là, il s'est dit, là c'est compliqué. Comment le mec a pu nous remonter? On a fait des rendez-vous en Belgique, il sait où on habite, il sait tout. Là, c'est compliqué. Là, il pensait peut-être que j'allais prendre 20 ans. Et donc, là, à ce moment-là, le gars, quand il sort, il va porter plainte. Porter plainte directe. Voilà. Et donc, Alain se fait à son domicile, j'avais mis une caméra, comme une caméra de chasse. Ça veut dire que c'est un appareil qui, quand tu passes devant, te prend des photos automatiquement. Devant sa porte. Devant sa porte, ouais. Et ça arrive sur mon téléphone. Parce que tu voulais voir si les flics venaient chez lui. Voilà. Et donc, un matin à 6 heures, h, mon téléphone bip à 6 h, je vois les photos, je vois que c'est les poulets, donc je suis tranquille. Et donc là, je tente le tout pour le tout.
je lui donne mon avocat. Ah, Ça veut dire, j'ai dit à Alain de désigner mon avocat, Mmh. de façon à savoir aussi un peu ce qui va se passer. Voilà, hein, c'est une D'avoir les méthode, infos, bien sûr. ouais, une info. Et je sais que la garde à vue va durer 48 heures. Et la 36e heure de garde à vue, je rentre en contact avec la police. Et tu dis c'est moi. Ouais, la police, c'est Manu. Mais c'était une commandante de police qui était extraordinaire. Mmh. Elle dit, Manu, je suis en train de te voir à la télé avec les images. Et j'étais au téléphone. C'est toi? Je dis, oui, c'est moi. J'ai dit, je peux t'appeler en vidéo si tu veux. Je suis pas loin de toi, hein, je te rassure. Je suis en train de préparer une conférence de presse. Donc, bah, justement, avec détective, nouveau détective et avec le Parisien pour que tout soit bien clair, tout soit Donc tu racontes solutionné. tout. J'explique tout. Mmh. Je donne les vidéos, je donne les preuves, je donne tout à la presse. On avait fait un papier Ouais, à l'époque dans la magnifique, détective. magnifique papier avec Mmh. avec les montres espions, avec Ouais, ouais, tout avec les images tout de. avait été tout avait été. Malheureusement, je vais tomber sur la seule juge d'instruction où il faut pas que je tombe. Effectivement, tu vas tomber sur une juge d'instruction assez revêche. Là, je vais tomber en fait sur une jeune juge d'instruction, qui va décider de se faire Manu le Gitan. Oui, c'est ce que tu dis dans ton livre, c'est Ouais, qu'elle ne va pas te lâcher. Non, ouais, mais ça veut dire que la justice aujourd'hui, une juge d'instruction et ce que disait Dupond-Moretti, hein, et c'est pour ça aussi qu'il s'est battu longtemps quand il était avocat, une juge d'instruction est toute puissante. Mmh. Il n'y a personne, parce qu'en fait, il y a le juge des libertés, il y a de ça, mais on va suivre la juge d'instruction, elle fait ce qu'elle veut. Si une juge d'instruction a envie de renvoyer 5 points de commission rogatoire pour emmerder le détenu et même faire donner du travail à la police, elle peut l'envoyer. Mmh. Ça veut dire demain, même toi, tu as un problème quelconque ou tiens, ton gamin ferait une bêtise, si tu veux. Si la juge d'instruction a envie de t'emmerder, elle fait ce qu'elle veut. Mmh. Déplucher tes comptes, bloquer les comptes de ton ex. On est dans un système où le juge d'instruction de toute puissance, où les délais ne sont pas respectés. Mmh. C'est aussi bien. Ça peut traîner des années. Des années. On a des gens qui restent en maison d'arrêt des 3 ans, des 4 ans parce qu'ils ne sont pas jugés. C'est pour Alors ça qu'elles qu'ils devraient sont surpeuplées, les surpeuplés. maisons d'arrêt. C'est pour ça qu'ils devraient être en CD où il y a de la place en centre de détention, où on est jugé. Donc on a un gros problème avec la justice et on ne s'occupe pas des victimes. Et donc toi, tu as un gros problème avec elle, pour le coup. Ah, j'ai un énorme problème avec elle. Elle va me bloquer les parloirs. Elle va me Donc pendant bloquer le 2 mois, pendant combien de mois? 2-3 mois, elle me bloque les parloirs. Elle me bloque le courrier que j'écris à ma fille. Là, c'est terrible, je veux dire, parce que là, ma fille, ça a été... Elle a quel âge ta fille à ce moment-là? Elle est toute petite. Ma fille, elle a 3 ans. Voilà. Mais je fais des bandes dessinées pour ma fille. Ça veut dire que je commande, parce qu'on peut commander beaucoup de choses en Ouais. prison. Hein. Je veux dire qu'on a de l'argent, il n'y a pas de problème. Donc, je commande des magazines, genre Spirou, Princesse des Neiges. Je lui découpe au ciseau les dessins et je lui raconte une histoire. Ah, c'est mignon. Bah ouais, parce qu'en fait, la petite, elle a toujours pensé que j'étais en Chine. On lui a dit, papa est en Chine. Voilà, ouais. L'avantage d'avoir une mère, sa mère intelligente, etc. On lui a dit, papa est en Chine. Et donc, mais la chance que j'ai, c'est d'être à l'isolement à Fleury. Et j'en parle du chef de l'isolement et des surveillants qui sont extraordinaires. Je veux dire, voilà, quand j'ai mon premier parloir, généralement c'est 30 minutes. En vérité, je protège même ce qu'on m'a fait, mais je veux dire, j'ai 2h30 de parloir. Le directeur de l'isolement vient me voir, me dit, ça y est, monsieur Caldier, vous avez enfin les parloirs. Voilà, on vous a donné 2h30, on s'est débrouillé. Bon, ça c'est humain. Ouais. Ça on peut pas cracher dessus. Quand les gens disent des choses ou autre chose, il y a une humanité quand même en prison. À partir du moment où on respecte les gens, moi je dis toujours, si tu veux être respecté, respecte les gens. Donc à partir de là, donc voilà. Mais cette juge-là, il y a rien à faire. Et je devrais pas le dire parce que c'est pas bien de dire ça. Mais ça n'aurait pas été une femme. J'ai un grand respect pour les femmes et les enfants. Ça n'aurait pas été une femme. J'aurais changé le mode opératoire avec le juge. C'est ce que tu dis dans ton livre. Ouais. J'aurais changé le mode opératoire. Ça veut dire quoi? Je t'aurais fait kidnapper, je crois. 1 heure ou 2. Où je veux dire, mais j'aurais montré que vraiment... Tu voulais lui remettre les idées en place. Voilà, vraiment lui mettre les idées en place. Alors après, j'ai écrit d'une certaine manière, toujours avec mon humour, Elsa la dominatrice, mais ce qu'elle a fait, c'est inhumain. Voilà. Oui, parce qu'elle j'ai même fait un AVC. C'est le docteur Mehareb qui m'a sauvé la vie. C'est le directeur, le gradé de l'isolement et des surveillants qui me sauvent la vie quand même. En fait, voilà, tu vas, ton état de santé va se dégrader en prison, en détention. Je fais un AVC. Tu fais un AVC. Elle veut pas te faire sortir. Non. Elle veut limite pas te faire soigner. Enfin, c'est un truc de fou.
un truc de fou. Et alors quand je vois le bordel qu'on est en train de mettre pour sortir des détenus, alors qu'on pourrait faire des visioconférences et des choses Mohamed comme ça. Amra, tu parles. Mohamed Amra, par exemple, je dis voilà, on emmène un hélicoptère et des trucs. J'ai connu ça à l'époque quand j'étais en instruction à Créteil avec le juge Eric Alphen, on mettait 2 motards devant, parce que j'étais des pièges, je m'étais évadé, hein, donc voilà, etc. Mais bon, je veux dire, ce qu'elle a fait, c'est inhumain. Inhumain à tout niveau, c'est de la torture morale. Voilà, ça veut dire qu'elle s'est payée Manu, quoi. Elle s'est payée Manu. Et là, en fait, parce que finalement, tu as toujours accepté tout ce qui se passait, mais là, tu le vis très, très mal. Ouais. Et je pense que, enfin, j'en sais rien, mais est-ce que c'est pas aussi parce que justement, elle t'a éloigné de ta fille qui est si petite et que cet enfant, même si tu en as eu 5 avant elle, cet enfant, tu prends son éducation très, très à cœur finalement. Pire que ça, pire que ça. Ouais. Alia, en fait, Alia, c'est une révélation. Ça veut dire que c'est pour ça que je dis aux jeunes aussi, je pense que là, je fais beaucoup de choses. Alors, je vais prendre un exemple qui peut peut-être un peu choquer. Quand on a 20 ans, on aimerait bien être avec une femme de 30-35 ans. Je parle pour un garçon, d'accord. Quand on a 40 ans, on aimerait bien être avec une jeune fille de 25-30 ans. Bon, c'est une image, hein, que je dis. Donc, le temps fait beaucoup de choses. Fait évoluer les choses. Fait évoluer les choses. Donc, Alia va avoir 10 ans, j'ai 57 ans, je suis son père, mais je serais presque en âge d'être son grand-père. Donc, quand on voit comment les grands-parents vont être plus souples avec les enfants, voilà, moi, je peux pas. Gâteau. Complètement taré. Je suis à ouf. Sa mère, elle en peut plus avec moi. Elle a Tu achètes des cadeaux en douce. Oui, j'achète des cadeaux en douce. J'ai tout dans le livre. C'est une vérité. Sa mère, je lui dis merci parce qu'en vérité, sa mère, elle a envie de me mettre des coups de bâton, sa mère, parce que c'est très drôle. Hein. Je veux dire, c'est une complicité. On va appeler ça, on n'est plus ensemble, on s'est séparés en très très bons termes, mais c'est assez beau dans. Je suis un peu ému, mais c'est assez beau d'en arriver là. En fait, quelque part, tout ce que j'ai raté de l'éducation de mes enfants, de les voir grandir à travers les parloirs. J'ai un de mes fils qui a fait de la prison, qui a essayé de faire un petit peu comme papa. J'ai eu des enfants que j'ai pas pu m'occuper. J'ai un enfant qu'il faut quand même savoir que j'étais obligé, moi, d'aller au commissariat faire des mains courantes parce que la mère me présentait pas mon enfant. T'as une fille aussi, tu le racontes dans le livre, Voilà. je le dis, mais j'ai une fille qui a perdu sa mère. Qui a fait une tentative de Donc c'est pas facile, ouais. Non, c'est pas. Et on est jugé, on est très vite jugé. Je veux dire, quand ma fille a fait cette tentative de l'hôpital m'a jugé, je suis un voyou, etc. Enfin, je dis, non, mais voilà, je suis un voyou, je suis un gangster, on va faire ce qu'on a envie de faire. J'ai porté plainte. Il y a une justice quand même en France. Et du coup, tu essayes de réparer tout ça avec Alia. Non, je pense pas que j'essaie de réparer tout ça avec Alia. Tout s'est fait naturellement. Ça veut dire que j'ai découvert beaucoup de choses. À travers Alia. Mais une fois de plus, parce qu'il y avait un. C'est là-dessus où je voudrais dire dans le. Je voudrais que, en fait, pour que ça ressemble à ce que je voudrais dire, l'équilibre. L'équilibre. Ce qui peut manquer à quelqu'un pour dévier. Quel que soit je veux dire entre guillemets, le vice, la délinquance, l'alcool, la drogue, le mal-être. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans le mal-être, il y a beaucoup de gens en dépression, il y a beaucoup de gens, etc. Et le pas, il est très, très vite fait. Je veux dire, la fille qui va commencer à acheter du shit, qui pourra plus payer son shit, va être obligée d'aller voler là-bas pour payer ceci ou cela. On s'est encore aperçu que la fille qui a été mettre le feu sur les voitures de surveillants, du groupe pour les prisons, là, elle devait 900 € à son dealer. Oui, donc, donc la délinquance, en fait, elle peut partir très très vite. Oui. Elle peut partir très très vite, la délinquance. La délinquance, elle peut partir d'un gars qui va saccager tout pour un match de football. Elle peut partir sur un accident de la route. Aujourd'hui, il y a des gens qui conduisent sans permis de conduire, ils sont chefs d'entreprise. C'est un délinquant, il n'est pas assuré. Sans assurance, ouais. Sans assurance. Mais alors du coup, pour Alia, toi, tu essaies d'offrir un cadre le plus stable possible pour pas qu'elle dévie. Non, parce qu'elle ne va pas dévier. Sa mère, elle est là. Sa mère, c'est un gendarme. Ouais. Mais alors non, ce que je veux dire, c'est moi. C'est moi et elle. C'est moi et elle qui avons eu une osmose, une entente, une fusion. Et je peux, par exemple, aller l'emmener au parc de loisirs, rester sur une chaise 6 heures à la regarder face à moi. Elle a sa montre géolocalisée sur elle pour jamais où elle est dans le parc. Attention, papa, il surveille tout ce qui se passe. Voilà. Elle est avec ses copines. Ça ne va pas me déranger. Je peux rester 6 heures assis sur une chaise. Par contre, au bout d'un quart d'heure dans les embouteillages,
Je vais devenir fou. Je vais devenir fou. Je vais attendre une copine qui est en train de se maquiller ou mettre son vernis à ongles un quart d'heure, elle reste sur place. Hein, c'est bon, je vais manger avec quelqu'un d'autre. C'est une image. Oui. Et je veux dire, voilà. Donc, Alias, c'est. Tu passes tout, oui. Ouais, mais parce qu'elle est très sage. Elle est très sage. Je souhaite à tout le monde d'avoir des enfants sages comme ça. Mais j'ai fabriqué des jeux pour elle en prison. Voilà, donc effectivement, on en revient là. Donc elle, cette juge, en t'interdisant tout ça, elle t'a coupé de ta fille. Pendant combien de temps ça a duré cette Ça a détention? presque duré. Alors, la détention a duré presque 20 mois. Ouais. Je suis arrivé à. En fait, ce qui s'est passé, en temps normal sur cette affaire-là, quand j'arrive sur cette affaire-là, je dis, j'entame une grève de la faim. Parce que le médical est quand même assez fort contre la justice. Les médias, j'ai la chance d'avoir les médias avec moi. Voilà. Quand moi je fais une grève de la faim, ça va apporter beaucoup plus que quelqu'un de normal, qui n'aurait pas les médias avec, etc., qui serait pas un peu populaire et tout ça. Et donc, en fait, je le fais pas pour protéger la mère de ma fille, mes amis qui sont pas prêts à ça. Parce qu'en fait, quand je retombe en 2017, je suis complètement réinséré. Oui. Je suis avec des gens normaux, j'ai du personnel, ça veut dire que je dirige 100 salariés, il y a 5 magasins, des directeurs de magasins. Imagine, c'est moi, après avoir tapé des banques, c'est moi qui fais les dépôts d'argent. Je fais le tour des 5 magasins, je prends les enveloppes et Pascal me dit, ça va te punir. Vas-y, tu vas là-bas, je prends la carte, c'est moi qui fais les dépôts d'argent à la banque. Je suis dans une vie complètement normale. Ma fille me manque. Et là, la juge joue là-dessus. Mais qu'est-ce que je peux lui avouer de plus que les images qu'elle a? Elle a toute la vidéo, elle a tout. Elle ne s'occupe pas des escrocs. Ça veut dire qu'elle instruit un dossier à charge contre moi. Pas un juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge. Aujourd'hui, cette juge a instruit à charge contre moi. Donc, au bout d'un moment, j'ai entamé une grève de la faim jusqu'à 120 jours. À un moment, ça allait très mal. J'ai été même hospitalisé à la Salpêtrière parce que j'ai perdu connaissance, etc. Grâce à un autre docteur et à Mehareb qui m'a toujours suivi, le médecin-chef de Fleury, parce que j'ai été transféré après sur la prison de Villepinte. J'étais transféré, j'ai fait Fleury, l'isolement de Fleury, et après Villepinte. Pour des problèmes de sécurité et de place, puisque Redouane, lui, et l'équipe, Redouane Faïd, est revenu après son évasion, quand il s'est fait arrêter après son évasion, ils ont été remis sur l'isolement de Fleury-Mérogis. Donc toi, ils t'ont transféré. Voilà, moi. Tu l'as croisé brièvement et après. Non, on s'était croisés avant. Oui, non, mais là, à ce moment-là. Non, là, ça s'était passé très rapidement. Ouais. Et donc, ils m'ont baluchonné. Donc, j'étais là-bas. Voilà. Bon. Après, je suis parti en guerre avec la juge. J'ai dit, OK. Donc, j'ai écrit une lettre ouverte en expliquant tout ce qui se passait. Depuis 2 ans d'instruction. Enfin, depuis 20 mois d'instruction. Et là, comme enchantement, le lendemain que la lettre est arrivée au ministère de la Justice, procureur de la République, j'ai porté plainte, etc., là, elle a fermé l'instruction. Alors qu'elle aurait dû fermer l'instruction au bout de 12 mois, c'est la loi, elle a continué jusqu'au bout. C'est-à-dire, un juge d'instruction est tout puissant. Voilà. Et donc, cette lettre ouverte étant balancée partout, la presse, etc., ça a commencé à faire du bruit. Là, c'est dit, là, c'est. Bon, j'arrête. Oui, là, c'est plus bon du tout. La lettre est dans le livre, la lettre est dans le livre intégral. Voilà, envoyé à tout le monde en recommandé. Voilà, tout a été fait. Tu es libéré. Mais je suis en très mauvais état parce que je suis à 120 jours de grève de la faim. Et là, j'ai le président du tribunal de Paris qui va me juger, qui me prend en visio. Ça veut dire qu'il sait que je ne peux pas être déplacé. Parce qu'il aurait fallu que j'aille en ambulance dans l'état de santé. Là-bas. Voilà, ils connaissent, le parquet connaît la situation. Et donc, j'ai le président du tribunal, je suis dans un fauteuil roulant, je suis à la maison de Villepinte, j'ai des surveillants à côté de moi qui sont là, très gentils d'ailleurs, voilà. Et j'ai le verre d'eau, j'ai tout ça, enfin, et je suis en visio avec. Et il me dit, monsieur Caldier, voilà, je vous garantis que c'est moi qui vais vous juger. J'ai compris la situation, on connaît le dossier, voilà mes assesseurs, il me présente ses 2 assesseurs, etc. On a une vidéo, on est en visio avec une audience, ça veut dire qu'il y a des gens dans la cour, il y a tout ça. Voilà. Et tu vas être condamné alors Et il me dit, non, il me donne une date de jugement, il m'a dit, s'il vous plaît, remangez, faites-moi confiance, je suis un homme de parole, faites-moi confiance, arrêtez la grève de la faim, vous allez vous tuer les reins, etc. Remangez, faites-moi confiance, telle date, vous serez jugé et je serai complètement équitable. D'accord. Avec vous.
Je dis, écoutez, monsieur le président, il n'y a aucun problème, je vous donne mon engagement. Dès tout à l'heure, je passe à l'infirmerie, je vois, etc. Donc je sors de là, je me dis, je suis sauvé. Je me dis, je suis sauvé. Vraiment, je dis, je suis sorti des griffes de cette juge d'instruction qui était toute puissante. J'ai enfin un président de tribunal qui est là, qui m'a parlé avec 2 assesseurs femmes qui étaient là. Il y avait le procureur de la République qui était là, etc. hein. C'est quelque chose de très, très important, voilà. Et donc là, je dis, OK, je joue le jeu. Donc tu remanges. Donc là, je vais, Enfin, donc, oui, je oui, vais à l'infirmerie, on voit tous les compléments alimentaires, on voit, etc. tout ça. Il me renvoie à la salpêtrière. Il me renvoie le médecin chef de la prison de Villepinte, extraordinaire, me renvoie à la salpêtrière. On me rebooste à la salpêtrière, etc. Je vais donc le jour de mon jugement. Je connais mon dossier par cœur. Parce que ça fait... C'est ton meilleur avocat? Je suis un des meilleurs avocats, ouais, tout à fait. Et là, je plaide pendant 3 heures. D'accord. J'explique tout de A à Z. Voilà. La procureure charmante, le président charmant. Bon, je leur laisse pas trop le temps de me poser des questions parce qu'en fait, j'ai un tel déroulé et un tel débit de paroles qui est clair, net et précis. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai un truc qui est extraordinaire. J'ai l'assesseur de gauche, une magnifique femme, voilà, très belle, souriante et tout. Et elle me dit, monsieur Gallet, puis-je vous poser une question? Oui, bien sûr. Voilà. Elle me dit, combien vous mettriez de peine? Tu t'attendais pas celle-là? Jamais, on m'a jamais fait. Jamais. Mais avec une classe, je veux dire, voilà. Et je dis, écoutez, madame l'assesseur, monsieur le président, c'est pas moi qui peux décider de la peine que je vais me mettre, mais quoi qu'il arrive, c'est vous qui allez décider, avec madame la procureure, sans l'oublier, qui va faire ses réquisitions. Mais quoi qu'il arrive, je ne ferai pas, et je trouve ce mot, je trouve cette force en fait, hein, et je dis, et je ne ferai pas, quoi qu'il arrive, je ne ferai pas appel sur la décision que vous allez prendre aujourd'hui. C'est beau. Et tu donnes pas de montant. Ah non, je ne vais pas dire, mettez-moi 2 ans, mettez-moi 3 ans. J'ai fait 20 mois quasiment de prison. Et voilà, quittez-moi. Non. Non, mais c'était la manière dont elle l'a dit, ça voulait dire, bon, voilà, vous nous avez tout dit. On n'a même pas eu besoin de vous poser une question, vous répondez à la question avant la va jusqu'au bout. Voilà. Après, mon avocat a parlé. Après, la procureure de la République me dit, écoutez, Manu, vous avez vraiment pas eu de chance. Il y avait une chance sur 1 million que ces gens-là portent plainte. Ils sont même pas là. Ils sont même pas là aujourd'hui. C'est des escrocs. Ils sont là pour port d'armes. Ils ont pas pu enterrer la juge d'instruction en vérité parce qu'on est quand même dans une institution de justice. Et le président du tribunal a dit, de toute façon, monsieur Cadier, ne vous inquiétez pas. Bon, surtout continuez à vous alimenter comme voilà, avant de délibérer, hein, avant de délibérer. Et il a dit, nous allons sortir délibérés, mais quoi qu'il arrive, je vais demander dans le dossier que l'aménagement de peine pour vous soit fait le plus rapidement possible. Donc, avant même qu'il délibère, il me parle déjà d'aménagement de peine, voilà. Et donc, en fait, ils vont sortir délibérés. Et il va me mettre 3 ans, 4 ans, donc 1 an de sursis, donc 3 ans ferme et 1 an de sursis. Et donc, je passe au mois de mai et je suis déjà permissionnable, c'est-à-dire j'ai le droit de prendre les permissions, je suis déjà conditionnable, voilà. Et ça va aller très très vite. Et même si on est en pleine période de vacances judiciaires, voilà, les vacances judiciaires tout traîne, hein, mai, juin, voilà, tout va aller très très vite. Je vais avoir une première permission, une deuxième permission. Je vais sortir avec un bracelet électronique. Je vais me tenir complètement et je remercie mon SPIP. Le SPIP, c'est la personne qui nous suit. Je remercie le juge des libertés aussi dans le livre. Hein. Ils sont dans les remerciements parce que c'est important. C'est un contrat moral aussi de sortir avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, du sursis, etc. Pendant ce temps-là, je n'ai pas le droit d'écrire le livre, hein, de l'éditer. Hein. Je travaille sur le livre, etc. Donc pendant 3 ans, je vais mijoter, je vais continuer à travailler sur le livre et je vais tout payer. On va m'enlever le bracelet électronique, je vais payer mes parties civiles, voilà, et je vais être un homme libre. Alors aujourd'hui, on arrive à la fin de cette émission. Donc ça, c'était il y a 8 ans finalement, à peu près, ce dernier enlèvement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Que tu m'as dit, on a un peu discuté, tu m'as dit que ta fille vivait à l'étranger. Ouais, alors depuis peu de temps. Et que tu le vivais très mal et que c'était finalement
pire que la prison. Ouais, alors quand on a parlé de ça, c'est vachement intime parce que tu Mmh. m'as torturé. Mais non, donc en fait, bon, donc depuis 10 ans, bien sûr, malgré ces 20 mois que j'ai perdu en prison, je me suis occupé de ma fille, ma dernière fille, et, et qui rattrape un peu toutes les conneries du passé Mmh. et tout ce que j'ai raté. C'est pour ça que je le savoure. Je sais que c'est ma dernière chance de savourer quelque chose. Par exemple, comme là, je pars en vacances avec ma fille, c'est magnifique. Je Mmh. compte les jours. Oui. Et quand je dis c'est pire que la prison, c'est que si je sais qu'elle arrive dans 15 jours, c'est presque comme quand tu fais une croix et C'est tu long. attends ta libération de prison. Les 15 jours sont longs. Ouais, parce que tu te dis, voilà, si tu veux. Et en fait, ma fille ou ta fille te tient, ou ton enfant devrait te tenir à tout le monde. C'est par exemple, euh, quand elle est partie, ma fille, elle est partie au mois de décembre, parce que sa mère est repartie à l'étranger habiter. Tout est en accord avec sa mère, il n'y a pas de Mmh. problème. Elle vient tous les 45 jours. Mais en fait, qu'elle ne soit plus à 20 km de la maison, mais à 5000 km, ça a été une tragédie. Ça change tout. Et ouais. C'est-à-dire que le mardi soir, elle m'appelait, papa, on va manger chinois. Allez, hop, je sautais sur la moto ou dans la voiture. Et hop, j'y allais, on allait manger chinois. Mmh. Elle me dit, papa, je vais pas au centre demain, je vais pas au centre aéré. Tu m'amènes? Je peux faire la journée avec toi, maman. Hop, voilà. Avec sa mère, il n'y avait pas un week-end c'est toi, un week-end c'est moi. Vous Donc, arrangiez comme voilà. vous Donc vouliez. là, et là, tu te dis, waouh, je vois pas ma fille avant 45 jours. Et tu te dis, c'est la première fois qu'elle va prendre l'avion toute seule, Mmh. ou sa mère va l'emmener. Donc c'était plus clair dans ma tête. Mmh. Et j'étais perdu. Et quand je dis que c'était plus dur que la prison, c'est la seule fois où j'ai mis les 2 genoux par terre. J'étais mort. Tu as J'étais- sombré dans la dépression. Ah oui, oui, j'étais voir mon médecin. Tu m'as parlé du syndrome du nid vide. Ouais, tout à C'est fait. ça, C'est ça. ce que Et tu as je suis- ressenti. ben, ta vie s'écroule. Alors c'est bizarre pour un mec comme moi qui a vécu à l'isolement, Pour tout les- ça, qui a passé les 400 coups en Afrique, les 400 coups en Yougoslavie, etc. Mais tu t'aperçois à un moment que tu as quelque chose qui a germé en toi, tu as mûri, tu as une maturité, et t'aimes ton enfant plus que tout. Et en fait, je pense que c'est souvent ça qui doit manquer aux gens Rester dans le chemin. pour rester dans le droit chemin, pour pas faire de conneries. Parce que quand tu vois la violence qu'il y a aujourd'hui, les jeunes, il y en a un qui meurt, l'autre qui prend 20 ans. Quoi qu'il arrive Mm. de prison, il y a une famille qui est en deuil parce qu'ils ont perdu quelqu'un et une famille qui va se taper les parois toute leur vie. Mm. Et de plus en plus. Mm. Donc c'est quand même, c'est horrible. Je veux Mais dire, justement, quel regard tu portes sur la criminalité d'aujourd'hui, si j'ose dire? elle me fait mal. Elle me fait mal parce que quand je vois des gamins qui meurent, Mm. c'est des enfants. Enfin, il y en avait aussi à ton époque, Beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins. Il n'y a pas de règlement de compte comme ça. Quand tu vois des types qui tirent à la Kalachnikov comme ça, tu vois des gamins qui meurent. Regarde, il y a eu un mariage, on a tué la mariée le jour de son mariage. Oui. Je veux dire, C'est ce week-end dans le Vaucluse. voilà, c'est quand même de plus en plus. Il y avait plus un code d'honneur, tu trouves, à l'époque? Ah oui, Oui. avec code d'honneur. Déjà, les choses se réglaient, dire un peu à coup de poing d'homme à homme quand il y avait un problème, etc. Mais aujourd'hui, il faut absolument qu'il y ait une trêve. Ça veut dire que il faudrait arriver à ce que les jeunes se canalisent déjà, qu'il y ait une trêve. Je veux dire, pourquoi on ferait pas, je sais pas comment dire, mais je veux dire, voilà, une semaine sans fusillade, une semaine sans embrouille avec la police, je veux dire. La trêve des confiseurs. Enfin, Ouais, je sais pas, mais je veux dire, quand je vois ce qu'on fait subir aux pompiers, c'est pas possible. Mm. Le SAMU avec des gilets pare-balles, le SAMU avec des gilets pare-balles, des gens qui sauvent la vie, on a perdu tous les repères. Oui, c'est ça. Donc là, il faut trouver une solution, il faut se mettre autour d'une table. Est-ce que la répression, d'une certaine manière, comment peut être faite? Mais tout doit passer. Moi, je pense que l'armée était très important pour les jeunes. L'armée était très important. Moi, j'ai travaillé en parallèle de l'armée avec des bonhommes, des mecs qui ont des couilles et tout. Et l'armée était important parce que ça donnait des repères. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à trouver une solution pour donner des repères aux gens, qu'ils arrivent à construire quelque chose, qu'ils arrivent à respecter leurs parents, qu'ils arrivent à respecter leurs petits frères, La société. petites sœurs, respecter la société. Et il faut absolument que ça change parce que où on va, plus ça va, plus c'est grave. T'as peur pour ta fille? Ouais, j'ai peur pour ma fille, j'ai peur pour les enfants des autres.
J'ai peur pour tout le monde. J'ai peur pour tout le monde parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est dramatique. On va mal. En 20 ou 30 ans, le monde a changé. Aujourd'hui, j'ai 57 ans. Je veux dire, pour moi, c'est terrible. Donc c'est pour ça que ce que je vis avec ma fille, j'ai envie de lui offrir le meilleur, Mmh. de la protéger, mais on devrait tous être pareils. Et les jeunes devraient être pareils avec leurs petits frères. Les jeunes devraient, il faut qu'il y ait un électrochoc quelque part. Ouais. En tout cas, merci beaucoup de nous Ouais. avoir parlé, de nous avoir raconté ton parcours extraordinaire, Mhm. sans filtre, sans phare, Ouais. avec beaucoup de lucidité aussi, j'ai trouvé. Bah, on a essayé, et puis bon, il faut quand même dire que ce livre Kidnapping en direct, Ah, voilà, c'est pour Kidnapping- ça. ouais. On mettra toutes les refs Ouais, dans la description de la c'est vidéo. quand même magnifique, c'est que Kidnapping en direct, on peut et- l'acheter et partout. partout, ouais. Amazon. Amazon partout. Ouais. Et ce qui est quand même très sympa, c'est que c'est Michel Marie. C'est Michel- Michel Marie qui signe la préface C'est Michel Marie de qui ton m'a livre. et qui est mon ami depuis plus de 20 ans. Et c'est Michel qui a signé tous les papiers dans Détective. Tous les années, on était dit, ça fait 20 ans, 20 ans qu'il me suit, donc c'est une belle preuve d'amour qu'il m'a fait avec cette dédicace. Et on a beaucoup d'affaires, peut-être qu'un jour on en déclarera en public, mais c'est des souvenirs extraordinaires parce que c'est pareil, Michel, c'est quelqu'un qui a connu tous les voyous, qui a connu Ouais. tous les flics, c'est une légende vivante, quoi. Donc, pour moi, c'est un père spirituel, Michel. Voilà. Ouais. C'est d'être aujourd'hui dans les archives de détectives. Ça te fait quelque chose? Ah ouais, grave, grave vis-à-vis de lui parce que c'est émouvant parce que c'est aussi quelqu'un qui a toujours eu confiance en moi, qui m'a jamais lâché, Qui t'a jamais jugé? qui m'a jamais jugé, qui m'a jamais lâché, qui a eu des éléments dans les mains que je lui ai confiés à certains moments, qui a fait des choses, voilà, Qui t'a légales, conseillé aussi parfois? complètement. Qui t'a dit, bon, écoute, Complètement. là, il faut que tu... Complètement. Et qui était à mes sorties de prison avec les avocats, Mmh. à manger ensemble au restaurant. J'ai des photos, hein, je veux dire, Mmh. voilà. Mais c'est toute une histoire de se retrouver aujourd'hui. C'est vous qui m'avez mis à la cape chez Détective dans les archives. C'est quand même, voilà. J'aime bien votre PDG, mais quand même, il a fait fort. Voilà. Et toi aussi, Julie. Non, pour moi aujourd'hui, cette vidéo, ce reportage chez Détective, je vais pas dire que c'est un peu comme si une boucle était bouclée, quoi. Je veux dire, il y aura plus d'articles de tes faits coups. divers. Mmh. Voilà, si on a des articles, ce sera plus pour intervenir, livres. vendre des livres ou peut-être intervenir auprès de vous sur des sujets Experts. en tant qu'expert avec vous, oui, Mmh. parce que voilà, sur des sujets comme ça, quoi. Je veux dire, c'est aussi une belle réinsertion Ouais. à ce niveau-là, quoi. Je veux dire, de dire si Michel Marie m'a pas tourné le dos, si Détective m'a pas tourné le dos, ça veut dire peut-être que je suis un brave mec, peut-être, voilà. Bah oui, J'espère, voilà. évidemment. Voilà. Bah, merci Michel, du coup. Ouais. Merci Michel. Merci Julie. Merci Manu. Merci le PDG. Merci. Et Voilà. puis merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous mercredi prochain, chaque mercredi, une nouvelle vidéo sur notre page YouTube. Et d'ici là, bah, portez-vous bien.